Bien, eh ben, écoutez, un grand merci à vous tous d'être présents et puis un grand plaisir de vous retrouver. Euh, donc, je vais donner immédiatement la parole à l'intronisateur, hein, comme il est de coutume pendant les rencontres d'économique. Donc, Claude, si tu veux bien officier. Si, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, l'idéal partagé appelant son rituel, respectant à la lettre l'intention première de pourfendre l'obscurantisme résiduel et placer l'exigence devant plutôt que derrière, la très vivant contre-ordre des économistes, en ce mois de juillet à nouveau réunis par une confiance étonnamment optimiste, fille d'engagement et d'intelligence pétrie, va procéder par mes soins, et j'en tire fierté, à l'intronisation de David Kella de son état conférencier. David Kella, adhérez-vous à l'idéal de la confrérie, tout entier inclus dans la mémoriale maxime Deconantus non bilibus, decunibus perfectus cognitas, qu'on traduit sans risque par « les plus déconnants ne sont pas ce qu'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus ». David Kella, si l'adhésion à cette intention vous emporte, levez-vous et acceptez cet appendice nasal rougeoyant. Ah oui, c'est Covid compatible. Hein. Voilà, c'est ça. Portez le séant, ouvrons grand les portes, dites « j'en suis fier » J'en suis fier. et commençons prestement. Merci. Merci pour cette intronisation. Je vais enlever tout de même le nez rouge parce que j'ai un grand nez et ça a du mal à rentrer. Et puis parce que je ne veux pas faire cette conférence avec une voix nasillarde. Ouais, absolument. Donc on va poursuivre les remerciements. On remercie la ville d'Aix-en-Provence qui a mis donc l'amphithéâtre de la Verrière à notre disposition. On remercie également aussi l'équipe technique de l'amphithéâtre de la Verrière. C'est un bonheur de travailler avec eux. On est là depuis ce matin pour préparer cette conférence et ils se sont mis totalement à notre disposition. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci aux nombreux partenaires, on ne va pas les citer, mais enfin vous pouvez les retrouver sur la table d'accueil. Merci également aussi à toute l'équipe d'économistes qui forment donc les bénévoles qui ont organisé, mis en place cette conférence, cette rencontre. On peut, je pense, les applaudir également. Et puis on va aussi remercier et applaudir David Kella d'avoir répondu à notre invitation et de faire plusieurs heures de train pour arriver jusqu'à Aix-en-Provence. Alors, comment va se dérouler la rencontre d'aujourd'hui? Donc, David, tu vas parler pendant combien de temps? Tu as tout le temps que tu veux. Ok, bah, j'ai prévu un certain nombre de choses à dire. Ça devrait prendre 45 minutes a priori. Voilà. Voilà, on verra. Si vraiment je parle trop, tu m'arrêteras. D'accord, ça marche. Ensuite, eh ben, c'est vous qui aurez la parole. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, donc vous avez 2 micros à votre disposition. Si vous ne souhaitez pas être filmé, vous faites savoir avant de faire votre intervention et à ce moment-là, les caméras resteront sur David, on ne vous filmera pas. Donc, il faudrait qu'on termine la rencontre aux environs de 16h30. Hein, et de toute façon, après, on pourra continuer à discuter dans le hall. On déménagera les tables et on s'installera dans les halls. Comme ça permettra de libérer l'équipe technique. Voilà. Donc,
je vais vous dire un mot en ce qui concerne David. Donc, il est économiste, il est enseignant-chercheur à l'université d'Angers et il est également membre du collectif des économistes atterrés. Il a publié 4 livres, dont 2 avec Coralie Delhomme. Et on profite d'ailleurs pour lui rendre hommage à Coralie Delhomme qui nous a quittés le 15 décembre dernier. Elle était âgée de 44 ans, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc, David a fait 2 livres avec Coralie, La fin de l'Union européenne et 10 plus une question. Et en ce qui concerne David, donc il a écrit La fin de l'Union européenne, l'économie du réel, et le dernier livre qui est là, Populisme et néolibéralisme. Alors que je suis en train de le lire. Voilà, écoute, je te confie la parole. Alors juste un petit moment. Est-ce que tu peux venir appuyer sur le bouton, Pascal Hélène? Ah, c'est déjà fait. Très bien. Bien, merci beaucoup, Dany, pour cette présentation. Et merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau, puisque c'est la 2e fois que je viens. J'étais venu justement avec Coralie Delhomme en 2018. Nous présentions la fin de l'Union européenne. Et ça nous permettait aussi de discuter, parce que c'est ce sur quoi je travaille avec Coralie, mais on va revoir ça dans la conférence aujourd'hui, sur les effets en fait des politiques économiques en Europe et surtout les conséquences sociales et politiques de ces politiques. Donc j'étais déjà venu en 2018 et c'est avec grand plaisir que j'ai fait pas mal d'heures de train, c'est vrai, mais voilà, j'ai travaillé, j'ai corrigé des copies, c'était pas non plus du temps perdu pour venir ici au soleil, parce que vous avez en plus la chance d'avoir un beau soleil, ce qui n'est pas le cas à Angers. Alors oui, je vais vous parler de populisme. Des causes du populisme. Et pour cela, je vais m'appuyer sur effectivement ce livre-là qui est sur le présentoir, qui est sorti en octobre dernier et qui a été écrit en fait pendant le premier confinement. C'était assez intéressant d'ailleurs d'être dans un moment historique et en même temps voilà, je me suis demandé comment j'allais faire pour pas avoir un livre totalement obsolète qui sorte après cette transformation, parce que bon, comme vous tous à ce moment-là, au moment où on nous dit ne sortez plus de chez vous, c'était un peu particulier comme moment, et donc j'ai intégré quelques réflexions sur le Covid d'ailleurs dans le livre pour qui ne sont pas totalement obsolètes un an plus tard. Alors ce livre, effectivement, il parle du populisme et il explique la cause. C'est un peu la thèse que je défends dans le livre, la cause du populisme par la mise en œuvre de politiques dites néolibérales. Alors, le souci que j'ai avec ce titre et avec ce thème, c'est que les 2 mots populisme et néolibéralisme sont des mots qui ne font pas un consensus chez les économistes et globalement chez les gens. Et c'est la raison pour laquelle je vais commencer par préciser ce que j'entends par populisme, et puis ensuite je vais préciser ce que j'entends par le néolibéralisme, et puis je vais ainsi vous expliquer un peu les liens qui existent entre ces 2 phénomènes. Alors d'abord, le populisme, c'est effectivement un terme ambigu, c'est un terme aussi qui est polémique, puisqu'il peut s'entendre en fait de 2 manières différentes. D'abord d'un point de vue positif, beaucoup de mouvements se réclamant du populisme le voient comme quelque chose de positif, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rassembler le peuple, défendre le peuple contre un système, contre des élites, et au nom en quelque sorte de l'égalité et de valeurs qui sont des valeurs de gauche. Et puis on a aussi, bien sûr, dans les médias, chez un certain nombre de personnalités politiques, elles aussi, une vision extrêmement négative du populisme, qui est un peu un terme péjoratif, une forme d'insulte, où on explique que les populistes sont des mouvements attrape-tout, démagogiques, qui développent très souvent, nous disent-ils, une vision complotiste de la société.
Et on va mettre derrière le populiste Le Pen, Mélenchon, et puis d'autres, Trump, Viktor Orban, etc. Des gens qui, par ailleurs, n'ont vraiment pas grand-chose à voir les uns avec les autres. On est là sur une espèce de grand amalgame de tous les opposants. Et c'est souvent ce que dit le gouvernement, d'ailleurs, lui-même, tous ces opposants, finalement, soit ils sont raisonnables et ils sont un peu d'accord avec lui, soit ils sont irraisonnables et donc forcément, ils sont chez les populistes. Alors évidemment, quand on veut essayer de comprendre le populisme et qu'on emploie même le terme populiste, eh bien, on sera considéré soit comme un défenseur du populisme, soit comme un suppôt du gouvernement, si je puis dire. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je veux appréhender la question, parce que le populisme, c'est aussi un concept scientifique de politologues, de sociologues, qui l'ont étudié, parfois de manière très détaillée. C'est puisque, en fait, les mouvements populistes, eh bien, ils naissent à la fin du XIXe siècle, et ils reviennent assez régulièrement dans l'histoire des démocraties. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui relève en fait d'une théorie, d'une doctrine politique. Les populistes n'ont pas forcément d'idéologie derrière, il n'y a pas d'idéologie populiste, à ma connaissance, mais ça relève plutôt d'un phénomène politique qui souvent se caractérise par des personnalités politiques qui vont apparaître et qui vont gagner en popularité en mettant en avant l'opposition entre le peuple et les élites. C'est souvent comme ça que les politologues l'analysent. Mais cette définition, elle ne me convient pas totalement non plus, puisque finalement, on réduit le populisme à une caractéristique des mouvements politiques, alors que de mon point de vue, le populisme, il est beaucoup plus large que cela. Et il peut intégrer des mouvements qui ne sont pas forcément politiques, c'est-à-dire qui ne se traduisent pas dans les urnes, qui peuvent être toutes sortes de mouvements. Alors c'est pour ça que je vais essayer ici de vous présenter une définition qui est une définition neutre. Il faut juste qu'on accepte, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, et puis ensuite, voilà, ma définition ne vise pas à recouvrir l'ensemble de ce qu'il y a dans le populisme, mais seulement c'est une définition de travail. C'est pour commencer à être d'accord sur ce dont on parle. Donc, dans cette définition, ce qui me semble intéressant, c'est que tout d'abord, un mouvement populiste, donc pas un homme, pas un parti, un mouvement, donc quelque chose qui est assez gazeux, comme dirait Mélenchon, quelque chose qui n'a pas forcément de structuration politique, même s'il peut en avoir une. D'abord, le populisme, c'est l'antisystème. C'est-à-dire des gens, un ensemble, un mouvement, qui va chercher à lutter contre le système. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif ou au contraire pour en faire l'apologie. C'est juste que la plupart on va considérer que tout mouvement populiste va par définition chercher à changer le système, à mettre à bas le système. Alors ça marche très bien pour Mélenchon, bien sûr, mais ça marche aussi pour Trump, qui s'est présenté comme étant anti-establishment. Ça marche pour beaucoup, et même quand on est élu, on peut être populiste, on peut être élu et être anti-système. Donald Trump l'a montré assez bien pendant ses 4 ans de pouvoir. Deuxième caractéristique du mouvement populiste, c'est qu'on considère, qu'on analyse la société comme une société divisée entre un peuple et des élites. C'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en avant cette opposition entre le peuple et les élites. Et notez bien que le peuple, il est au singulier, les élites sont au pluriel, puisque dans les élites, il peut y avoir des élites politiques, médiatiques, économiques. Et là aussi, les populistes ne vont pas forcément prendre les mêmes élites. C'est-à-dire qu'ils vont parfois mettre en avant les élites, alors chez Trump par exemple, les élites médiatiques ou les élites des démocrates, mais il ne va jamais s'attaquer aux élites économiques par exemple. Puis on va avoir d'autres personnalités qui vont mettre en avant d'autres élites. Et la troisième dimension du populisme, c'est la défiance vis-à-vis des institutions. Toutes sortes d'institutions, qu'elles soient des institutions de type les partis politiques, les journaux, la presse, tout le système médiatique. Ça peut être vis-à-vis des syndicats, ça peut être vis-à-vis du fonctionnement du capitalisme. Si on est contre le capitalisme, on est en défiance vis-à-vis de ce système-là, ce qui, là aussi, n'est pas forcément illégitime. C'est juste qu'il faut considérer, quand on est populiste, qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas avoir confiance, et ces choses-là sont des institutions. Alors on peut aller plus loin, on peut être défiant vis-à-vis de la police, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis bien sûr de la justice.
vis-à-vis des autorités sanitaires, vis-à-vis des économistes universitaires, par exemple. Moi, très souvent, quand je discute sur les réseaux sociaux, on me dit « Ah, mais toi, tu es un universitaire, tu es dans le système, donc forcément, ce que je dis ne peut pas être pris au sérieux. » Typiquement, c'est une réaction populiste. Alors, encore une fois, ça ne suffit pas d'être défiant vis-à-vis des institutions pour être populiste, mais si on réunit les trois caractéristiques, on est anti-système, on considère qu'il y a un peuple et des élites qui oppressent ce peuple, et on n'a aucune confiance dans un certain nombre d'institutions. On peut en avoir confiance dans certaines, mais pas toutes, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, la presse, etc., la justice. Eh bien, je considère qu'on est populiste. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit si on est de gauche ou de droite, on n'a pas dit si on est pro ou anticapitaliste. On peut tout à fait être anticapitaliste et être populiste, ou être pro-capitaliste et être populiste. Ce n'est pas le cœur de la définition. Donc on va retrouver dans ces mouvements populistes plein de choses qui sont très disparates. Alors bien sûr, on peut mettre Donald Trump, j'ai dit, ça colle en fait assez bien. On peut mettre dedans Jean-Luc Mélenchon, évidemment, de la même façon, ça colle assez bien. Il a vraiment montré sa défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions, il oppose le peuple et les élites, et il est anti-système. Mais on peut mettre aussi, non pas des personnalités politiques, mais des phénomènes sociaux. Par exemple, on peut tout à fait mettre dans le populisme le mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, au départ, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est à ça que je pensais, comme événement populiste en France, puisque on a bien un mouvement anti-système qui se réclame du peuple et qui n'a pas confiance dans un certain nombre d'institutions sociales, puisque, comme vous savez, les partis politiques, les syndicats n'étaient pas les bienvenus, mais la presse également, il y avait une grande défiance, et puis globalement une défiance vis-à-vis des institutions d'Emmanuel Macron, la présidence, etc., les institutions politiques en général. Donc on retrouve bien, vous voyez, chez les Gilets jaunes aussi cette même caractéristique. Et plus récemment, quand on regarde les mouvements anti-masques, alors moi j'ai parlé de Didier Raoult, évidemment, dans mon bouquin, parce qu'au moment où j'écrivais mon livre, il y a eu ce phénomène qui est apparu, et il représente bien les trois composantes, une composante anti-système, une défiance vis-à-vis des autorités sanitaires, et puis le peuple contre les élites. On va retrouver ça aussi chez les soutiens de Didier Raoult et chez les anti-masques, et chez les anti-vax, etc. Alors, c'est pas parce qu'on est pro Didier Raoult qu'on est forcément pro Gilets jaunes, ou pro Mélenchon, ou pro Le Pen. Je n'ai pas parlé évidemment de Marine Le Pen, il y a aussi tout un aspect populiste dans ce mouvement. C'est juste que il y a ces mouvements, il y a ces personnes, et derrière ces mouvements, finalement, on retrouve un certain nombre de caractéristiques communes, même si les idéologies derrière ces mouvements ou les projets politiques derrière ces mouvements peuvent être extrêmement différents. Alors, tout cela nous permet ici de comprendre une chose, c'est que à l'origine du populisme, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre du sociologique. Il y a, et c'est l'hypothèse sur laquelle j'ai cherché à travailler dans mon livre, c'est que finalement, on voit le phénomène Didier Raoult qui apparaît en mars-avril 2020, au moment évidemment où il y a une grande angoisse populaire. Donc on se dit, ce phénomène, il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé d'abord, évidemment, à cause de la situation sanitaire qui est absolument terrible et que les gens ils sont angoissés et donc ils veulent se chercher une réponse en quelque sorte. Et ils ont l'impression que Emmanuel Macron ne leur donne pas la bonne réponse. Et donc ils vont chercher d'autres personnes qui vont leur donner les bonnes réponses. Et si on est dans cette optique-là, de trouver une autre vérité en quelque sorte, c'est que quelque part, on ne peut pas faire confiance, on a le sentiment qu'on ne peut pas faire confiance aux autorités légitimes. Ou même plus simplement que le gouvernement et Emmanuel Macron ne sont pas légitimes et ne cherchent pas à défendre la population. Il y a même des gens qui ont écrit des livres pour dire que en fait, toute la politique sanitaire visait à tuer des gens. Vous vous souvenez le truc du grand reset, c'était on va remettre tout à zéro, on va remettre l'humanité à zéro, on va créer une grave crise économique exprès pour tout remettre à zéro. Et donc, évidemment, quand on pense comme ça, quand on croit à ce genre de théorie, c'est que d'abord, on n'a pas confiance dans les responsables politiques qui nous gouvernent. C'est-à-dire que la première cause, et c'est ça sur laquelle je vais insister, la première cause qui, pour moi, produit tout le reste, c'est la défiance absolue vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis du système. Et c'est cette défiance, ce terreau fertile de défiance, qui, en fait, nourrit le populisme. Et ce populisme, il peut arriver pour
pour plein des raisons. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, il apparaît parce qu'on va faire la taxe carbone, enfin plus précisément augmenter les prix de l'essence, et les gens tout d'un coup se réunissent, ils se disent c'est pas possible. Hein, et quand ils se réunissent, ils pensent le gouvernement veut nous faire les poches, et d'ailleurs pas totalement à tort, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc le gouvernement n'est pas là pour nous servir, il est là pour se servir, il est là pour servir le système. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout un ensemble qu'il y a un mouvement qui se crée en fait, hein, qui, via les réseaux sociaux, via surtout les prises de position sur les ronds-points et le regroupement de personnes. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes est vraiment un important mouvement social en France, sans doute le plus important depuis très longtemps, et que ce mouvement, et encore une fois, le fait que je le qualifie de populiste ne veut absolument pas dire que je m'en dissocie. Au contraire, moi, j'ai manifesté avec les Gilets jaunes, je me permets de le dire. C'est un mouvement qui m'est, pour ma part, tout à fait sympathique, parce que je pense que ces revendications étaient légitimes et que globalement, il a plutôt aidé les Français à se faire entendre. Et d'ailleurs, il a entraîné, Emmanuel Macron a quand même changé un certain nombre de positions, et notamment à annuler la taxe carbone et à d'autres choses. Donc, c'est un mouvement qui était vraiment un véritable mouvement social, plutôt positif. C'est pas parce qu'on est populiste, entre guillemets, qu'on est forcément dans un camp ou dans l'autre, ou qu'on est forcément a priori illégitime. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'un certain nombre de personnes en viennent à penser que le gouvernement cherche à lutter contre les intérêts de la population, et notamment des électeurs qui l'ont élu. Parce qu'un principe démocratique, une démocratie à l'endroit, si je puis dire, c'est une démocratie dans laquelle les électeurs votent, ils votent pour des représentants, les représentants représentent les électeurs, et donc les citoyens, et agissent au service de ces citoyens. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, tout un ensemble de personnes a juste... tout un ensemble de personnes a raison ou a tort, ce n'est pas ma question ici. On y reviendra si vous voulez dans la discussion. Je ne cherche pas à donner mon avis à ce niveau-là. Je dis juste qu'il y a des gens qui pensent, légitimement ou non, que les représentants élus ne sont pas du tout au service du peuple et au contraire sont au service de leurs propres intérêts, voire soit un service d'intérêt occulte ou autre, ou d'intérêt capitaliste ou des grandes entreprises. Et donc, du coup, on ne peut plus leur faire confiance. Et donc, la question qui m'intéresse, et la question que j'essaie de développer dans ce livre et que je vais développer ici, c'est donc pourquoi cette défiance ? Pourquoi une partie de la population, et là aussi il ne faut pas généraliser, les mouvements populistes ne représentent pas une majorité encore aujourd'hui en France, a priori, mais une partie assez importante de la population a l'impression que tout un ensemble d'institutions, le système en général, ne fonctionne pas au service des gens, mais soit au service de lui-même, soit au service d'autres intérêts. Et donc forcément, si on pense cela, on ne peut pas avoir confiance dans le système et dans les institutions et dans Macron et dans tout cela. Donc tout cela, en fait, produit naturellement du populisme. Alors pourquoi cette défiance ? C'est un peu la grande question. Grande question à laquelle je vais apporter quelques petits éléments de réponse, mais je ne vais pas clore le sujet. Je veux dire, je pense qu'on est nombreux à réfléchir à cela en ce moment, et là aussi, c'est ma réflexion personnelle que je partage, mais elle peut tout à fait être complétée par d'autres formes de réflexion. Et pour commencer cette réflexion, je voudrais revenir en arrière dans le temps et vous parler d'un sociopsychologue anglais, britannique, qui s'appelle Graham Wallas. Alors, Graham Wallas, donc, c'est un universitaire anglais, et en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il publie un livre qui a eu une énorme influence sur beaucoup de personnes, un livre qui s'intitule « The Great Society », la grande société. Et dans ce livre, en fait, l'analyse que fait Wallas, c'est d'essayer de comprendre ce que la mondialisation fait au monde. Alors à l'époque, il n'emploie pas le terme mondialisation, c'est pour ça qu'il emploie le terme grande société, mais c'est exactement la même idée. En fait, en 1914, on est déjà à ce qu'on appelle la première mondialisation, c'est-à-dire le monde s'unifie autour des empires coloniaux, autour des grandes puissances européennes et américaines, Amérique du Nord. Et en fait, un certain nombre d'intellectuels se posent la question de savoir comment la société va réagir face à ce nouveau monde économique. Quel est ce monde économique ? Eh bien, c'est un monde dans lequel la division du travail se fait non plus à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une nation, mais elle se fait à l'échelle du monde.
Et quand la division du travail se produit à l'échelle du monde, eh bien, ça veut dire que la vision des individus, le contrôle qu'ils pensent avoir du système économique s'affaiblit considérablement et voire disparaît totalement. En fait, nous dit Wallace, l'être humain, il s'est développé dans une communauté sociale qui, historiquement, depuis l'aube de l'humanité, était une petite communauté. Le village, la ville éventuellement, un ensemble réduit de personnes qu'il pouvait rencontrer, avec lesquelles il pouvait discuter, il pouvait acheter, vendre, etc. Et donc l'univers socio-économique de l'être humain, traditionnellement, c'est des gens qu'on connaît et qui nous ressemblent a priori. Lorsqu'on arrive dans la grande société, les frontières disparaissent totalement. C'est-à-dire que la mondialisation fait que ce qu'on va consommer, par exemple, dans une boutique, ce qu'on va acheter du beurre, du lard, nous dit Wallace, mais il peut être produit n'importe où dans le monde. Il n'y a plus de lien direct entre l'acte de consommation et l'acte de production. Les deux personnes qui produisent et qui consomment sont extrêmement éloignées les unes des autres. D'autre part, on est soumis à des forces économiques qui nous dépassent totalement, qui sont le produit. Par exemple, vous êtes un agriculteur aujourd'hui, cultiver du blé, vous avez une bonne récolte en Australie, eh bien vos cours du blé vont diminuer. Mais vous n'avez aucun lien avec l'Australie, c'est très très loin, c'est pas du tout la même société. En fait, les forces économiques, elles vont interférer dans la vie personnelle et quotidienne des gens, et ça donne une forme de sentiment de vertige, nous dit Wallace, qui détruit toutes les représentations qu'on peut avoir du fonctionnement de la société, et qui, en quelque sorte, insécurise énormément les gens et crée une réaction de rejet. Et Wallace nous dit, le problème, c'est que, certes, la division internationale du travail, c'est efficace. Certes, plus on commerce, moins on va se faire la guerre. Bon, en réalité, ce n'est pas très vrai. En 14, il écrit, n'oublions pas. Enfin, en 13, il écrit, il publie en 14. Mais la réalité des choses, c'est que l'angoisse, elle, n'a pas disparu. Et finalement, la prospérité que l'humanité a acquise avec le marché, avec la grande société, avec le marché mondial, eh bien, en fait, il perd une autre dimension, c'est le sentiment de contrôle. Et donc, dans l'articulation entre la société et le marché, eh bien, le marché finit par devenir tellement dominant qu'il réduit la société à portion congrue et que les individus ont l'impression d'être totalement isolés face à un gigantesque marché mondial qui décide de leur vie. Et en fait, cette réflexion, donc encore une fois, c'est un psychologue au départ, qui fait ici un peu de sociologie, eh bien, elle a beaucoup marqué un certain nombre d'intellectuels parce que justement à ce moment-là, on se réfléchit sur le monde qui arrive, le monde du XXe siècle, qui est quand même assez différent du monde du XIXe siècle, justement en raison de la taille croissante des entreprises et de la perte progressive de capacité d'action économique que peut avoir une petite entreprise artisanale, qui sont tous en train de disparaître, victimes des grosses entreprises, et le sentiment de ne plus pouvoir contrôler un certain nombre d'activités économiques. Et en fait, quelques années plus tard, on va voir un autre auteur. Alors, je vous fais un peu la théorie là, puis ensuite on expliquera, mais vous verrez que ça vous parlera beaucoup, j'imagine, qui s'appelle Karl Polanyi. Alors, Karl Polanyi, c'est un économiste, un historien, qui, en fait, s'intéresse un peu à la même question que Wallace, mais lui, il va s'intéresser sur le processus de changement. Polanyi nous dit la chose suivante. En 1944, donc lui, il a vu les deux guerres mondiales, il a vu l'effondrement du monde tel qu'il existait au temps de Wallace, c'est-à-dire finalement une forme de société capitaliste libérale, mondialisée, qui fonctionnait à peu près harmonieusement, mais ça, on pouvait le dire en 1913, mais en 1944, on a eu une Première Guerre mondiale, on a eu la crise des années 30, on a eu le fascisme, on a eu la révolution soviétique, et on a eu la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du point de vue de Polanyi, qu'est-ce qu'on voit en 1944 ? On voit l'effondrement du monde. Et Polanyi se pose la question, pourquoi le monde s'est effondré ? Et la réponse qu'il va donner, eh bien, c'est que, en fait, la mise en place d'une société de marché, fondée sur le principe de marché autorégulateur, s'est avérée tellement inhumaine que ça a engendré des catastrophes. Et en fait, l'analyse que fait Polanyi, c'est que dans une société traditionnelle, donc avant le capitalisme libéral, le marché est encastré dans les relations sociales.
Et donc le marché est contrôlé par la société. Mais dans le capitalisme libéral, celui qu'on met en place au cours du XIXe siècle et dont l'apogée se trouve justement en 1914, eh bien, c'est l'inverse. C'est la société qui est encastrée dans le marché. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit des institutions de marché qui cherchaient à réguler le mieux possible le marché, mais en faisant cela, on a détruit un certain nombre d'institutions sociales, institutions qui se sont transformées et qui ont fini par détruire, nous dit Polanyi, détruire la société sur laquelle elle reposait. Alors, pour essayer d'être un peu plus précis, je vais prendre un exemple. Enfin, l'exemple, c'est pas moi, hein, c'est Polanyi qui le prend et qui parle notamment de ce qu'on appelle le marché du travail. Alors déjà, il faut bien penser une chose, c'est que l'idée d'un marché du travail ne va absolument pas de soi. Le travail, c'est une occupation humaine. C'est une occupation productive pour soi et pour les autres. Ça n'est pas une marchandise. C'est du temps humain. Et déjà, nous dit Polanyi, là, déjà, il y a un souci. C'est-à-dire que le travail n'est pas une marchandise, mais on parle pourtant du marché du travail. Comment on est passé du travail utile aux autres, utile à soi, utile à la société, au travail marchandise, offre et demande de travail, ce qu'on entend aujourd'hui d'ailleurs tout le temps, hein, ce que les économistes mainstream nous disent, hein, le marché du travail. Et donc il faut flexibiliser le travail, si on veut, le droit du travail, pour arriver à supprimer le chômage. Tout cela, nous dit Polanyi, ne va absolument pas de soi. En fait, le travail ne peut pas être considéré comme une marchandise. Le travail n'est pas une marchandise. Le travail, c'est du temps humain, c'est du temps social. C'est aussi une forme de dignité, d'identité. Les gens qui travaillent, ils ont une identité qui est liée à leur travail. Et donc, la première chose qu'a fait la société de marché, c'est de transformer le travail en marchandise, ou plutôt de gérer le travail comme si c'était une marchandise. Et c'est ce qu'il appelle le principe de la marchandise fictive. Autrement dit, les libéraux, quand ils ont voulu organiser l'ensemble de la société sous la forme d'un système de marché autorégulateur, eh bien, ils se sont trouvés face à une limite. Et cette limite, c'est que un certain nombre de marchandises, enfin un certain nombre de choses nécessaires à la production, notamment le travail, ne sont pas des marchandises et n'étaient pas organisées par des marchés. Donc là, il se trouve devant une contradiction, c'est-à-dire que l'idée d'une société entièrement régulée par le marché trouvait une limite parce que des éléments n'étaient pas des marchandises. Alors le travail, mais par exemple la terre, la nature n'est pas une marchandise, et pourtant on la traite comme une marchandise. Le capital, la finance n'est pas vraiment une marchandise, l'argent, mais pourtant on la traite comme si c'était une marchandise, comme s'il y avait une offre de monnaie, une demande de monnaie, des choses comme ça. Et il dit, ça en fait, ça n'était pas possible. Donc on a inventé la fiction de la marchandise pour pouvoir l'organiser ensemble comme une marchandise. Mais en faisant ça, eh bien, on a détruit des institutions. On les a délégitimées. Alors typiquement, pour créer un marché du travail, que faut-il ? Il faut qu'il y ait une offre et une demande de travail. Et pour qu'il y ait une offre de travail, l'offre de travail, c'est vous et c'est moi, hein, c'est-à-dire c'est nous qui proposons notre travail à une entreprise, eh bien, quelque part, il faut qu'on n'ait pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut que notre revenu il vienne de notre travail. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver dans l'obligation, dans la nécessité de vendre sa force de travail à une entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour organiser un marché du travail ? Il a fallu détruire un certain nombre d'institutions sociales, notamment toute l'assistance aux pauvres, qui était organisée dans les sociétés traditionnelles. Polanyi nous dit qu'il n'y a pas de société traditionnelle dans lesquelles on laisse les indigents mourir de faim. Dans les sociétés traditionnelles, nous dit Polanyi, personne ne meurt de faim. Dans les sociétés traditionnelles, le rapport entre l'agriculteur et le propriétaire de la terre, souvent le seigneur local, ce n'est pas un rapport de concurrence. C'est-à-dire que le seigneur ne vire pas ses fermiers. Le fermier ne met pas en concurrence les différents seigneurs. En fait, on est dans une ferme, on est attaché à la terre, et puis on négocie avec... voilà, c'est des relations sociales en fait, qui passent. Le travail se fait dans le cadre d'une relation socio-économique qui organise les rapports entre le propriétaire de la terre et le fermier. Pareil dans les corporations des sociétés traditionnelles, quand on rentre dans une corporation, qui sont les entreprises, on va dire enfin, pas les manufactures, enfin il peut y en avoir, mais les corps de métier dans les villes, dans les centres urbains, on n'organise pas sa relation avec son maître de la corporation comme une relation de travail concurrentielle. On est introduit, un peu comme tout à l'heure, on est introduit dans la corporation, puis on y reste toute sa vie. Et les salaires augmentent en fonction de l'âge, en fonction de l'estime que les gens portent pour soi. Et tout cela n'est pas une relation économique, c'est une relation socio-économique. Et donc, nous dit Polanyi,
pour construire un marché du travail, il a fallu démanteler toutes ces institutions, et notamment démanteler l'assistance aux pauvres et aux indigents. Et ça, c'est ce que va faire l'Angleterre avec la suppression, enfin, la transformation des lois sur les pauvres, où on crée des workhouses extrêmement durs, dans lesquels on va mettre les pauvres en échange d'une assistance, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller assister les pauvres à domicile, on va les enfermer dans des maisons de travail, où ils seront obligés de travailler dans des conditions épouvantables pour être alimentés. On va aussi faire en sorte d'avoir toujours un certain matelas de chômage. Et parce que si vous gérez le travail comme une marchandise, il vous faut des stocks. C'est le principe de l'armée industrielle de réserve dont parle Karl Marx. Et puis, bien sûr, il faut éviter toute loi sociale, parce que toutes les lois sociales vont créer des rigidités dans les rapports entre employeurs et personnes qui cherchent du travail. Et tout cela eh bien, ne va pas fonctionner comme une véritable marchandise que vous stockez, que vous utilisez facilement, que vous pouvez échanger à tout moment. Toutes les lois sociales sont donc incompatibles avec le principe de travail comme marchandise. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est que si on crée un système de marché du travail, qu'on passe des relations traditionnelles, qui sont des relations économiques, mais qui sont aussi des relations sociales, et qui sont instituées par l'État. C'est-à-dire que les salaires étaient réglementés dans l'ancien régime, avant le capitalisme. Et il y avait des systèmes d'assistance aux pauvres qui existaient dans toutes les sociétés traditionnelles. Quand on détruit tout ça et qu'on dit aux gens, maintenant, si vous voulez vivre, il faut travailler, et il faut vous vendre, il faut vendre votre travail, il faut négocier le salaire, parce qu'il n'y a pas de cadre pour les salaires, eh bien, on voit bien qu'on passe dans une société qui est extrêmement différente des sociétés traditionnelles. Et ça, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, ça produit une insécurité fondamentale chez les individus, et ça crée des mouvements sociaux. Et en fait, ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est que ce système-là ne va pas fonctionner. Et Polanyi nous dit ça. En fait, ça n'a pas fonctionné parce que les ouvriers ont fini par se rassembler en classe ouvrière, ils ont fini par monter des syndicats, ils ont fini par devenir une force d'opposition, qu'on pourrait aujourd'hui appeler populiste, pourquoi pas, parce que effectivement, dans ce moment-là, il y avait bien un anti-système ouvrier. Alors on crée le suffrage censitaire pour les interdire de vote, et puis progressivement, en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc on va libéraliser progressivement on va faire en sorte, libéraliser le droit syndical et faire en sorte de mettre en œuvre progressivement, très tardivement d'ailleurs, des premières lois sociales, la limitation à la durée du travail, l'éducation obligatoire, le suffrage universel, tout un ensemble de choses qui vont amener le progrès des social des ouvriers. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait ça, nous dit Polanyi, on a désorganisé la société. On a désorganisé le système économique fondé sur l'idée des marchés autorégulateurs, parce que du coup, il n'y a plus de marché autorégulateurs, il y a l'État qui crée des lois sociales. Bref, en fait, au début du XXe siècle, le système capitaliste libéral conçu au XIXe siècle s'effondre. Il s'effondre en raison des guerres, mais il s'effondre aussi en raison de ces incohérences internes. On ne peut pas organiser un système, on ne peut pas compter sur le laisser-faire uniquement pour gérer l'ensemble de la société. On ne peut pas encastrer totalement la société dans l'économie. Et donc, au début du XXe siècle, il y a une crise du laisser-faire. Alors, évidemment, l'autre événement qui va amener les économistes à s'interroger sur cette crise du laisser-faire, c'est la crise des années 30, la crise de 1929, qui montre là aussi que la finance laissée libre à elle-même ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des intellectuels qui vont se réunir dans les années 30 pour essayer de trouver une réponse à ces problèmes-là. Et c'est à ce moment-là donc qu'on va concevoir une théorie, une nouvelle doctrine qu'on appelle le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, eh bien en fait, son principal, ce à quoi il s'attaque, ce qu'il veut changer, c'est le laisser-faire. Ce qui est au cœur du néolibéralisme, c'est la contestation du laisser-faire comme principe d'organisation de la société et de l'économie. Et là, si je vous dis ça, c'est que ça ne paraît pas tout à fait évident. On a l'impression que les néolibéraux sont des gens qui sont pour le laisser-faire du marché. Mais en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que les débats se font dans les années 30. Alors ces débats, on les retrouve à l'école de Fribourg, en Allemagne. C'est ce qu'on appelle les ordolibéraux, qui en réalité sont une branche des néolibéraux, qui se fondent, donc une école qui se fonde en 1936. Et puis en 1938, on a ce qu'on appelle le colloque Lippmann, du journaliste Walter Lippmann, qui a publié en 1937 un livre qui répond d'ailleurs directement au livre de Wallace, en essayant de penser un nouveau système
économique qui soit un système libéral, mais qui ne soit pas fondé sur le principe uniquement du laisser-faire. Bon, alors qu'est-ce que disent ces intellectuels, ces économistes? Ils disent le marché non régulé, ou absolument non régulé, est impossible, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il va y avoir un certain nombre de défaillances qui vont apparaître. La première, évidemment, c'est celle dont j'ai parlé, c'est la défaillance sociale. Vous allez vous retrouver avec une misère ouvrière qui va faire que des gens ils vont se syndiquer, ils vont se révolter, ils vont faire grève, et vous allez retrouver avec la révolution russe. Parce que n'oublions pas qu'en 1938-37, c'est de ça dont on a peur. On a peur aussi des fascistes, qui sont une autre manière de contester l'ordre établi. Donc il faut absolument préserver l'ordre social. Premier élément. Deuxième élément qui dysfonctionne, si on laisse le marché faire, nous disent-ils, eh bien bientôt il n'y aura plus de concurrence. Il y aura des grandes entreprises extrêmement puissantes qui vont tuer le marché et devenir des monopoles. Ça aussi, ce n'est pas possible. Donc il faut contrôler la concurrence. Si on laisse faire, on va se retrouver avec des pays. Vous savez qu'à l'époque, on avait un système monétaire qui était fondé sur l'étalon or, mais on avait aussi, dans les années 30, des pays qui avaient perdu tout leur stock d'or, notamment l'Allemagne, qui devait payer des réparations importantes aux autres pays en or, et qui du coup n'avait plus d'or pour sa propre monnaie. Du coup, on a eu cet épisode d'hyperinflation au début des années 20, et du coup se pose la question de savoir mais comment on fait pour établir un système monétaire qui soit fiable, qui permette au marché de bien fonctionner si on supprime l'étalon or. Donc, troisième grande question, la question de la monnaie. Et puis, quatrième grande question, eh bien, le libre-échange. Puisque là aussi, dans les années 30, on a des pays qui se replient un peu sur eux-mêmes, qui se replient voire sur leurs empires coloniaux. Et le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont des empires coloniaux importants, qui peuvent donc avoir accès à un certain nombre de ressources, et puis d'autres qui n'en ont pas. Et souvenez-vous, c'était aussi le cœur des problématiques de l'époque, puisque l'Allemagne, si elle s'est réarmée, etc., c'est aussi parce qu'elle avait été privée de ses colonies et qu'elle voulait se venger pour avoir accès à des ressources auxquelles elle n'avait plus accès. Puisque, pensez par exemple au caoutchouc, qui était une matière première extrêmement importante au début du XXe siècle, puisqu'avec ça, on faisait les pneus des voitures, etc. Si les Allemands voulaient du caoutchouc, il fallait qu'ils passent par les empires coloniaux britanniques, hollandais ou français pour acquérir cette ressource. Et donc forcément, on avait des conflits commerciaux qui étaient aussi liés au contexte de l'époque, avec ces empires coloniaux et ces pratiques de protectionnisme qui pouvaient exister. Et voilà, donc le néolibéralisme, c'est une manière de reconstruire un système économique, mais aussi un système social, fondé sur l'idée que le marché autorégulateur est un mythe, que le laisser-faire ne fonctionne pas, et qu'il faut donc mettre l'État au service du marché. C'est ça le néolibéralisme. C'est-à-dire que les néolibéraux ne croient pas en la perfection des marchés. Ils pensent justement que parce que les marchés sont imparfaits, il faut que l'État se mette au service de ces marchés. Et bien sûr, se mettre au service des marchés veut dire ne pas trop les perturber une fois on met le cadre, on met en place le cadre de fonctionnement du marché, mais ensuite, une fois que ce cadre existe, il ne faut surtout pas les contrarier, ces marchés. Donc on va être à la fois on va être les serviteurs du marché. C'est ça que veulent faire les néolibéraux. Parce qu'ils sont persuadés que le libéralisme classique était finalement assez juste, mais il était un peu naïf. Et donc il faut... Alors Louis Rougier, le fondateur du colloque Lippmann, disait il faut un libéralisme constructeur, qui construise le marché et qui le maintienne. Bon, alors sa mise en œuvre du libéralisme, elle ne s'est pas faite après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est un échec du libéralisme. On a donc en fait reconstruit les économies avec un très fort interventionnisme et même une planification. En France, on commence à mettre en place les plans quinquennaux à la française, pas le même système que le système soviétique, mais un système incitatif important pour en quelque sorte diriger en partie l'économie. Aux États-Unis, on a aussi un système social qui se met en place, un contrôle très fort là aussi de l'économie. Je donne un exemple dans mon livre sur comment est-ce que on a du temps de Kennedy, comment Kennedy pouvait interdire à des entreprises d'augmenter leurs prix, parce que en fait tout était extrêmement contrôlé, et y compris les hausses salariales se décidaient à la Maison Blanche.
les hausses salariales dans les grandes entreprises. On a complètement oublié que l'économie de l'après-guerre, c'est une économie qui est en grande partie administrée. D'ailleurs, on avait en France un certain nombre de prix réglementés qui ont duré très longtemps. Le prix de la baguette de pain, je crois qu'il est réglementé jusqu'aux années 70. Le néolibéralisme va progressivement revenir au cœur des politiques publiques à partir, alors c'est ça que je voulais dire un peu ici, à partir des politiques européennes. Alors on a deux dates importantes à retenir. Bien sûr, 1957, la création de la Communauté économique européenne, la CE, mais surtout, pour moi, 1986, qui est vraiment un tournant dans les traités européens. Et 1986, c'est la signature de l'acte unique. Et cet acte unique, eh bien, il va transformer profondément le système économique européen en passant d'un système de libre circulation des marchandises à un système de libre circulation des marchandises, mais également du travail et du capital. Et là, on comprend qu'à travers ce marché unique, et on va remarchandiser le travail et le capital également, qui était préservé en partie des influences marchandes par les frontières nationales et le fait qu'on avait un pouvoir politique qui pouvait réguler au sein de ces frontières les activités, le travail et globalement les relations entre employeurs-employés. Alors l'autre élément de 86, c'est que si on fait la libre circulation du capital et du travail, il faut que tout le monde soit à égalité. Donc on va introduire aussi une norme qui existait déjà en 57, mais qui est renforcée en 86, c'est le principe de la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire faire en sorte que les États n'aient plus le droit d'intervenir au sein du marché unique pour favoriser leurs entreprises au détriment d'autres entreprises. Derrière cela, on interdit de fait aux États de mener des politiques industrielles, c'est-à-dire d'influencer le système productif, ce qui signifie que les entreprises décident librement d'investir où elles veulent en Europe. Il n'y a plus de frontières au capital. Donc, je suis une entreprise italienne, je peux investir au Danemark, en Espagne, n'importe quel pays européen qui est membre du marché unique. Alors, évidemment, quand on fait ça, eh bien, on va engendrer des effets dont j'ai parlé dans la fin de l'Union européenne, dont j'étais venu parler ici déjà il y a 3 ans. C'est ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Alors, qu'est-ce que c'est que les effets d'agglomération ? Bien, en fait, lorsque vous êtes un investisseur et que vous voulez produire un investissement, alors 2 choses. Soit l'investissement, il doit forcément être produit là où il y a les consommateurs. Dans ce cas-là, dans chaque ville, vous êtes un supermarché, vous voulez créer des supermarchés, vous faites des supermarchés répartis également dans le territoire, proches de là où se trouve la population. Soit vous voulez produire un produit industriel. Et un produit industriel, contrairement à un service, comme un supermarché, eh bien, ça peut se produire à un endroit et puis ça peut se vendre à un autre endroit. Aujourd'hui, d'ailleurs, et là, c'est le principe de la mondialisation, la production peut se faire quelque part dans le monde et la consommation peut se faire dans le monde entier. Et donc, si vous avez à implanter une entreprise industrielle, donc une production manufacturière, et que vous êtes un entrepreneur italien, grec, allemand, français, je ne sais quoi, eh bien, vous allez choisir de mettre votre usine là où elle est la plus efficace, là où elle est la plus rentable. Et là où elle est la plus rentable, ça peut tenir compte à la fois des salaires, de la fiscalité, mais ça tient compte aussi beaucoup, très souvent, pour les entreprises manufacturières, d'un certain nombre de facteurs territoriaux qui vont vous rendre plus efficace, notamment tout ce qui est infrastructure de transport, notamment l'accès aux grands ports, tout ce qui est aussi sous-traitant possible. Et en fait, vous allez vite vous apercevoir qu'en Europe, il n'y a pas 10 000 endroits où on peut implanter une usine de manière efficace. Une usine de taille mondiale, je parle. Concrètement, les 4 plus grands ports européens, ils sont sur la mer du Nord. C'est Amsterdam, Rotterdam, Hambourg et Anvers. Pas dans l'ordre. Le premier dans l'ordre, c'est Rotterdam. C'est à 500 km de bande côtière. Tous ces ports, ils sont reliés par des fleuves à l'intérieur de l'Europe, du continent européen. Mais ils ne vont pas jusque dans tous les pays. Alors, en France, on a le Rhin qui peut aller à Rotterdam, mais en Italie, il n'y a rien. En Espagne, il n'y a rien. En Grèce, évidemment, il n'y a rien. Donc, si vous voulez être extrêmement efficace, il va falloir que vous implantiez là où il y a déjà des ouvriers, donc des systèmes de formation d'ouvriers, là où il y a des systèmes de transport, là où vous avez des sous-traitants. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces infrastructures industrielles, elles vont se développer également spontanément là où il y a déjà des entreprises industrielles. C'est ça l'effet d'agglomération. Plus vous avez d'usines quelque part,
plus vous avez des infrastructures industrielles qui s'implantent pour servir ces usines, et plus il devient intéressant d'y mettre des usines. C'est comme ça que se créent les grands pôles industriels. Et en fait, du temps d'avant le marché unique, chaque État avait ses pôles industriels performants. Et c'était compliqué d'aller créer une usine à l'étranger, parce qu'on n'avait pas forcément les financements, ou c'était beaucoup plus cher. Donc on créait les entreprises sur son territoire national. Avec le marché unique, tous les investisseurs peuvent librement investir, évidemment encore plus avec l'euro, puisqu'en plus il n'y a plus de frais de change. Tous les investisseurs peuvent aller investir librement où ils l'entendent sur tout le territoire européen. Et donc ça crée des effets d'agglomération, ça concentre le capital industriel, où ça, en Europe du Nord, dans les pays d'Europe de l'Est qui sont proches de l'Allemagne, c'est-à-dire République tchèque, Pologne, Hongrie et Slovaquie, parce qu'évidemment la Roumanie, certes les salaires sont pas très élevés, mais enfin on est tellement loin des infrastructures industrielles qu'en fait on ne sera jamais efficace. Donc vous avez ici une dynamique du marché unique qui en fait crée des divergences économiques entre les différents pays. Et ça, eh bien, ça va entraîner un certain nombre d'effets qui vont se voir directement dans les sociétés, et je vais revenir tout à l'heure au populisme. Qu'est-ce que ça signifie, cette organisation, cette nouvelle organisation économique de l'Union européenne? Ça signifie donc que les ouvriers vont se concentrer dans certains territoires. Par exemple, en Allemagne, mais aussi en Pologne. Et on va voir d'ailleurs que les usines à forte valeur ajoutée, qui ont plutôt des cadres, vont se retrouver en Allemagne. Les usines à faible valeur ajoutée, qui ont plutôt des ouvriers pas très bien payés, ça sera plutôt en Pologne. Que d'ailleurs, on manquera tellement d'ouvriers en Pologne qu'on va en faire venir d'Ukraine, ou des pays baltes. Voilà, donc on va organiser l'ensemble des choses comme ça. Mais du coup, évidemment, les pays d'Europe du Sud, eux, ils vont voir perdre toutes leurs usines. Et les ouvriers d'Europe du Sud, s'ils veulent trouver du travail, il va falloir qu'ils aillent en Allemagne ou en Pologne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va réorganiser l'ensemble de l'économie, mais aussi, du coup, l'ensemble de l'emploi, en concentrant les emplois ouvriers dans certaines régions, en concentrant les emplois d'ingénieurs, aussi de cadres, dans certaines régions, et puis en faisant disparaître plein d'emplois industriels d'autres régions. Et ces régions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des hôtels, des activités touristiques. Elles vont se concentrer dans le service aux autres, ou alors elles n'auront plus rien, elles vont se dépeupler. Parce que ce qu'il y a derrière cette organisation économique européenne, cette nouvelle organisation accélérée par le principe du marché unique, c'est des migrations derrière ces emplois. On va se retrouver à l'échelle européenne exactement le même phénomène qui s'est passé dans des pays au moment de l'industrialisation, par exemple en France. Si vous regardez une carte de la population française au début du XIXe siècle, vous voyez une population qui est globalement assez bien répartie. La majorité de la population, elle est paysanne. Donc les gens se trouvent partout où il y a des terres. Donc si vous voulez regarder la densité de population française au début du XIXe siècle, vous voyez, bon, bien sûr, il y a des villes, mais globalement, il y a du monde partout. Quand vous arrivez après à unifier l'économie française, vous mettez en œuvre des grandes entreprises à partir de la fin du XIXe siècle, eh bien, on va voir des zones qui vont se dépeupler, se désindustrialiser et se dépeupler, des paysans qui vont partir vers les villes, mais pas les petites villes du coin, les grandes villes, qu'on va voir par exemple des gens partir à Paris, et on va voir apparaître des zones désertiques, ce qu'on appelle la diagonale du vide en France, qui va du sud-ouest au nord-est, mais globalement, plein de territoires vont se dépeupler parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Ça, c'était à l'échelle de la France, et avec un État français qui était capable de mettre en œuvre des politiques de péréquation. Mais malgré ces politiques de péréquation, il y a quand même des gens qui ont été en quelque sorte arrachés de leur terre d'origine pour aller dans des grandes villes où, où les systèmes sociaux n'étaient pas forcément développés de la même façon que dans leur village. Dans le village, il y a une solidarité spontanée, tout le monde se connaît. Dans une grande ville, vous avez une forme d'anonymat qui fait que la vie est beaucoup plus dure. Et ces exodes ruraux vers les villes que la France et que tous les pays d'Europe ont connus à partir de la fin du XIXe siècle et au début mais j'ai envie de dire jusqu'aux années 1960-70, puisque on a encore une désertification d'une partie de la France dans ces années-là. Eh bien, tout ça, on est en train de le reconstruire à l'échelle européenne. Mais alors là, évidemment, il n'y a pas d'État pour organiser la péréquation. Il n'y a pas de système social européen qui va compenser les pertes de certains pays par rapport à d'autres. Et puis, on n'est pas les mêmes peuples, on ne parle pas la même langue.
Donc on va se retrouver avec des Italiens mis au chômage, dont la seule perspective sera d'aller travailler en Allemagne. Et en fait, globalement, c'est totalement inacceptable pour les gens. Comment voulez-vous transformer le Portugal en Creuse? C'est-à-dire dépeupler le Portugal comme on a dépeuplé la Creuse ou la Lozère ou d'autres petits territoires français. Est-ce que la disparition d'un pays, au prétexte que c'est plus efficace économiquement de tout produire en Allemagne, c'est quelque chose qui est politiquement acceptable? Bien sûr que non. Et donc ce n'est pas accepté. Et les gens ne l'acceptent pas. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les pays cherchent, dans ce système ultra concurrentiel du marché unique européen, les pays cherchent à se défendre, à défendre leur économie, à défendre leur société. Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Des politiques de concurrence fiscale et sociale. La concurrence fiscale du Luxembourg ou d'autres pays, c'est une forme de réaction à un système. L'Irlande, j'ai dit Luxembourg, mais je pense à l'Irlande. L'Irlande est un pays périphérique, un pays qui était très pauvre au début des années 80. 10 ans après qu'il ait adhéré à la CE, l'Irlande restait l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Pour que l'Irlande se développe, il a fallu qu'il fasse du dumping fiscal. Je vous garantis que tous les autres pays périphériques, s'ils n'ont que ce choix à faire pour se développer, ils vont évidemment le faire. Mais évidemment, tout cela entraîne des réactions vis-à-vis de grands pays comme la France, qui dit mais on ne peut pas se laisser tondre la laine sur le dos. Donc si on est dans un système ultra concurrentiel, il faut qu'on mène des politiques pour contrer cela. Et qu'est-ce qu'on va mener comme politique? Des politiques d'attractivité. C'est le grand mot, attractivité, aujourd'hui. Emmanuel Macron, il ne cesse de se réjouir que la France est devenue plus attractive. Qu'est-ce que ça veut dire l'attractivité? L'attractivité de quoi? L'attractivité pour le capital. Faire en sorte que les investissements en France soient plus rentables que les investissements en Allemagne. Oui, mais on part avec un désavantage. Eux, ils ont les grands ports, la mer du Nord, nous, on ne les a pas. Bon, alors on va faire davantage pour permettre de compenser ce désavantage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va promettre de baisser les impôts, d'avoir des salaires plus faibles. Loi travail, fin de l'ISF, baisse de l'impôt des sociétés, flat tax sur le capital. C'est toutes les mesures qu'a pris Emmanuel Macron dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Alors évidemment, toutes ces mesures, qu'est-ce que c'est? C'est des mesures fiscales qui plombent les recettes fiscales de l'État. Si on veut mener une politique d'attractivité, on ne peut pas perdre d'un côté toute recette fiscale et en même temps promettre aux entreprises, parce que ça fait partie de l'attractivité, des services publics adéquats avec des populations bien formées. Bon, déjà, les populations bien formées, on les forme moins bien. Parce que, parce qu'on fait des réductions sur les profs et l'éducation et l'université. Je le sais bien, je pourrais vous en parler si vous voulez. Mais il faut quand même avoir un minimum de services publics. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se rattraper en fiscalisant ce qui est non mobile. Puisqu'on a fiscalisé ce qui est mobile, ce qui peut nous faire concurrence, ce qui peut concurrencer la France avec d'autres pays. Et donc, on va prendre des choses immobiles qu'on va fiscaliser en échange. 50 000. Oui, j'arrête très bientôt. Parce que, vous voyez, j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on va fiscaliser? Les ménages. Et quoi? Le carburant, les cigarettes. Et donc, les ménages, ils ont l'impression qu'on enlève des impôts aux entreprises et aux riches, mais qu'eux, on les taxe. Et bien ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une conséquence directe du marché unique, de la logique d'attractivité qui en est la conséquence, et plus généralement, parce que c'est ça que j'essaie de vous expliquer, de la mise au pas de la société au nom du bon fonctionnement du marché et au nom de la grande société et de la mondialisation. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est exactement ce que dénonçait Polanyi, en expliquant que la société de marché était en réalité totalement... société de marché était un système qui est totalement invivable. Bon, alors je conclus. Le populisme, ce n'est rien d'autre que la réaction à une société à un système politique, qui, parce qu'il est aux prises avec des forces économiques extrêmement violentes, une forme de concurrence qui le conduit à mener toujours la même politique, c'est-à-dire une politique de forme de défense pour améliorer la place de la France dans la grande concurrence internationale qui se joue à l'échelle européenne et aussi à l'échelle mondiale. Et donc, il mène des politiques d'attractivité fiscale et sociale qui sont
insupportable pour les gens. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le populisme, c'est une forme de réaction de légitime défense face à un système qui, en fait, agresse les individus. Et donc, ces individus qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont l'impression que les gouvernements, finalement, jouent contre eux. Mais ces gouvernements, ce n'est pas qu'ils sont foncièrement méchants, c'est que, finalement, ils acceptent les règles telles qu'elles fonctionnent, ils essaient de jouer leur jeu. Et la politique d'attractivité, elle se comprend dans le contexte. Mais jamais ils remettent en cause le problème, qui est justement cette espèce de cette mondialisation à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne. Et du coup, comme on a l'impression que tous les gouvernements mènent les mêmes politiques parce qu'ils sont toujours en réaction face au même contexte, eh bien, on ne peut plus avoir confiance dans ces personnes-là. Les gouvernements apparaissent comme totalement impuissants, voire, parce que c'est très embêtant de penser que le gouvernement qu'on a élu est impuissant. Parce que si Macron est impuissant, alors qui est puissant? Et en fait, la réalité, c'est que, du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'est pas impuissant, il est puissant, mais il sert des intérêts occultes. En fait, c'est vraiment la suite logique de tout cela. Bon, je termine quand même sur une note d'espoir. Cette impuissance, elle est en fait totalement fictive. Parce que la France reste un pays souverain. La France peut faire plein de choses. Elle pourrait tout à fait taper du poing sur la table et dire, écoutez, moi, je vais mener des politiques économiques au service de ma population. Et si mes voisins commencent à défiscaliser ou faire du dumping, eh bien, je vais taxer leurs produits. En fait, on connaît la réponse à cette mondialisation. C'est finalement ce qu'on a fait pendant les 30 Glorieuses. Si on refuse de le faire, c'est parce qu'on est totalement imbibé d'une idéologie, l'idéologie néolibérale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne conçoit les rapports économiques et les rapports sociaux que dans une logique de marché. Et vous voyez, j'en suis au cœur du propos, enfin, finalement j'arrive à la conclusion, mais c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. C'est-à-dire que, en fait, derrière tout ce système, il y a non pas un complot des grands méchants capitalistes pour asservir les individus, mais il y a surtout une fausse évidence de ce que doit être la société et l'économie. Et c'est pour cette raison que je pense que le combat idéologique il est extrêmement important. Parce que tous mes collègues économistes, y compris de gauche, c'est ça que j'explique, ils sont en grande partie tellement imbibés de néolibéralisme, tellement imbibés de la foi dans le marché, qu'ils ne parviennent pas à comprendre qu'en fait, on pourrait tout à fait faire autrement les choses. Et donc, cette impuissance, je pense qu'elle est assez facile à y remédier, pourvu qu'on accepte de penser les choses autrement. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci, David. Bien, on va vous passer la parole. Donc, si vous voulez intervenir, vous prenez un des deux micros. On va prendre trois interventions et on va le faire alternativement. Donc, une intervention à droite, à gauche, et une intervention à droite. Et inversement pour vous. Un petit coup. Oui. Ça marche le micro? Ouais. Bon. Ouais. C'est pour deux témoignages. J'ai vu à Aix-en-Provence un camion à la plaque portugaise avec affiché sur le pare-brise des plans pour déployer la fibre optique. Donc là aussi, les grandes entreprises prennent des travailleurs au moins cher possible, j'imagine. Je ne connais pas les prix. Et deuxième témoignage, Pôle emploi délègue à l'entreprise française Assess First des tests de personnalité qui sont assez complets, sont bien stockés et sont obligatoires avec votre nom. Et en fait, j'ai pu constater que même les résultats sont surprenants parce que quand le premier test vous donne un chiffre, disons 50, et que 2 semaines après, vous faites le deuxième test et que vous arrivez à 55, ils vous disent que ça fait plus 10. Bon, ils n'ont pas les mêmes mathématiques que moi. Toujours est-il que
bah, là aussi, c'est enregistré quelque part avec votre nom, et le chômeur est une marchandise. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit précédemment, c'est un Brésilien, un individu de nationalité brésilienne qui a installé la fibre chez moi, employé par une entreprise portugaise, et tout ça pour Orange.fr. Enfin, ça, bon, au passage. Bon, vous avez voulu terminer sur une note d'espoir. Il faut la chercher, mais enfin, on peut la trouver, si on est à condition de la chercher. Et vous avez dit que ces mouvements populistes qui réagissent en légitime défense aujourd'hui dans le système, face au système, ils sont minoritaires aujourd'hui. Peut-on avoir l'espoir et comment faire en sorte qu'ils deviennent majoritaires ? Il faut descendre. Oui, d'abord, on m'entend? Oui, parce que le masque, c'est dur. Dany, je suis désolé, je suis arrivé en retard, mais les documents sont là-haut. Je voulais d'abord remercier l'intervenant parce que il a réussi à aborder une thématique qui est complexe, qui en même temps a des aspects historiques extrêmement longs. Et il l'a fait avec, me semble-t-il, quelque chose de très important, c'est une qualité pédagogique, c'est-à-dire que je pense que tout le monde a pu à peu près visualiser tout ce qui se disait. Alors j'avais déjà une première question, c'est quelle différence faites-vous entre populisme et révolution ? Parce que ne peut-on pas dire, d'une certaine manière, qu'en 1789, puisqu'il s'agissait du peuple, il y a eu une révolution populiste. Alors, elle était sans culotte, elle était révolutionnaire. Peut-on la caractériser de populiste ? Moi, dont ma mère était prof d'histoire, et où je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, qui peut comprendre les sociétés sans histoire, je me rappelle aussi, ça par contre, vous ne l'avez pas cité, qu'on a beaucoup parlé de populisme au moment du mouvement Boulanger, c'est-à-dire du général Boulanger, avec une possibilité de prise de pouvoir. Même chose pour Hitler. Donc on voit, et avec cette ambiguïté, c'est-à-dire comment, derrière des revendications qui étaient populaires pour Hitler, il y avait avant tout un soutien des financiers, des concerns allemands, du capitalisme allemand, qui a débouché sur ce que l'on sait. Et j'avais personnellement l'idée de dire que la question qui nous est posée aujourd'hui, parce que vous l'avez montré dans ce que vous avez appelé l'agglomération, qu'aujourd'hui est complètement institutionnalisée, et j'en sais quelque chose puisque j'y travaille à l'intérieur, en théorie, ce sont les métropoles. Or, les métropoles, pour moi, ce sont les sièges sociaux du capitalisme mondialisé, puisque ce sont les portes ouvertes du capitalisme mondialisé. Donc, on voit bien comment, derrière des institutions, se pénètrent des logiques économiques d'exploitation, de surexploitation et de destruction des rapports sociaux, qui s'opposent à la commune. D'où d'ailleurs, autre question, est-ce que Macron n'est pas populiste, c'est-à-dire quand il dit par exemple suppression de la taxe d'habitation, ou pour moi c'est du populisme, c'est-à-dire on donne aux gens à faire croire que ça va être une suppression d'impôts, mais en fait dans le même temps ça détruit ce que tu as parlé, c'est-à-dire les rapports de proximité qui existaient dans le cadre de la commune et des communaux. Les communaux qui étaient gérés justement par les habitants eux-mêmes, et qui est le fondement de la démocratie. Sur chacune de nos cartes d'électeurs, nous sommes rattachés à un bureau électoral qui est la commune. En détruisant la taxe d'habitation, en supprimant la taxe d'habitation, on détruit la citoyenneté, c'est-à-dire le rapport de proximité entre le politique et le citoyen. Merci.
Alors merci, je vais répondre donc aux trois intervenants. Pour la première intervention, c'était essentiellement un témoignage, mais effectivement, les témoignages comme ça, il y en a à l'appel. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, le travail est une marchandise, vraiment, à l'échelle européenne. Alors moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement, c'était de mesurer les mouvements de population à l'issue de cette réorganisation économique. Et j'étais assez impressionné par l'importance des migrations internes au sein de l'espace européen. Vous voyez, quand on parle de migration, très souvent on pense migration africaine ou d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, c'est plutôt cela qu'on voit concrètement. Mais d'abord parce que c'est visible, parce que les étrangers hors européens, voilà, on les voit bien. Et puis on a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés dans les années 60-70, donc on a les enfants, etc. Donc il y a aujourd'hui ces choses-là qui apparaissent être au cœur de l'immigration, mais en fait qui ne le sont plus tellement. C'est-à-dire que les flux migratoires extra-européens ne sont pas si importants pour la France. Par contre, les flux migratoires à l'échelle de l'Europe intra-européen sont extrêmement importants. Alors nous, en France, on a quasiment une balance migratoire quasiment très proche de zéro depuis une dizaine d'années. Par contre, un pays comme l'Allemagne, depuis 2012, il a une balance migratoire qui est excédentaire de plus de 4 millions de personnes. Et alors, 4 millions de personnes, alors sur une population d'environ 80 millions, certes, ça fait pas, ça double pas la population, hein, c'est un pourcentage relativement faible, mais il faut bien voir que l'Allemagne n'avait pas, le gros avantage de l'Allemagne, c'était des prix de l'immobilier faibles, et depuis 2012, en fait, les prix de l'immobilier augmentent parce que évidemment, les migrants, je parle là aussi beaucoup de migrants intra-européens, des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Français également, qui vont trouver du travail en Allemagne, ou des Polonais, ils s'installent dans les grands centres urbains. Ils ne s'installent pas là où il y a des logements pas chers. Et donc, on voit aujourd'hui en Allemagne une explosion des prix de l'immobilier, principalement due à ces nouveaux arrivants. Beaucoup, alors pas tous, hein, beaucoup, il y en a aussi qui viennent de hors espace européen, hein, mais quand même, la majorité vient de l'Union européenne. Et en fait, l'Allemagne, qui était en déclin démographique, maintenant est en progression démographique. Et l'idée, on avait à une époque, on disait les courbes de population française et allemande vont se croiser dans tant d'années. Eh bien, c'est plus du tout le cas. Maintenant, elles ne vont plus jamais se croiser si on continue sur ce rythme-là. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. Donc, alors évidemment, après, il y a ces mouvements de population qui sont très visibles et qui ont des effets sociaux, démographiques, économiques parce que j'ai parlé des loyers et du prix du logement, mais il y a aussi les infrastructures. Il faut plus d'écoles si on a plus d'enfants. D'ailleurs, le dynamisme démographique est très lié au dynamisme migratoire. Pourquoi ? Parce que ceux qui migrent, ce sont des adultes entre 20 et 40 ans, essentiellement, au moment de trouver du travail. Ce n'est pas après 50 ans qu'on va migrer. C'est surtout au moment où on est fertile, où on fait des enfants. Donc vous voyez par exemple sur les migrations européennes, un effondrement de la population d'Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Pays-Baltes en particulier, c'est-à-dire les pays les plus éloignés du centre économique de l'Union européenne, et également, parallèlement, un effondrement de la natalité. Parce qu'il ne reste plus que des tout jeunes, et plus très nombreux justement, et les très vieux. Et on a des villages entiers en Roumanie qui ont totalement disparu, qui sont totalement vidés de la population. Et ça, il est clair que c'est un phénomène qui angoisse les gens et qui suscite aussi des mouvements populistes. Voilà, ces phénomènes migratoires, il ne faut pas juste penser, la représentation qu'on a aujourd'hui de l'immigré africain, sans papier, etc. Tout ça, c'est des clichés. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui travaillent, et y compris d'ailleurs, quand ils viennent d'Afrique, ils sont souvent plus diplômés que la moyenne de la population. Et le problème n'est pas qu'ils prennent le travail des gens, c'est qu'en fait, c'est très marginal. Mais le problème, c'est tout le reste. C'est-à-dire, pour les pays de départ, la perte des forces vives du pays, forces vives en termes de natalité, en termes de compétences, et pour les pays qui l'accueillent, eh bien, tout un ensemble de phénomènes, typiquement les prix des loyers, etc. Deuxième question, est-ce que les populistes pourraient devenir majoritaires ? Alors, c'est possible. C'est-à-dire que tout à l'heure, la troisième question parlait aussi du fascisme et de l'hitlérisme et du boulangisme.
on a eu, en fait, quand Polanyi écrit son livre, La Grande Transformation, il cherche à répondre à une question extrêmement importante pour lui, qui est pourquoi il y a la montée du fascisme. Et c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait, le fascisme apparaît comme une réponse aux désordres sociaux eux-mêmes créés par les flux économiques et la marchandisation de la société. Et donc oui, c'est possible. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ça dépend qui, parce que le populisme, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand vous avez une société qui va très mal, soit elle va se réfugier dans l'abstention, comme on l'a vu aux dernières élections, soit elle va se donner à des gens qui peuvent être des fous furieux. Donc je ne sais pas si le jour où le populisme devient majoritaire, ce sera forcément une bonne chose. Et ça dépend qui, en fait. Est-ce que Macron est populiste ? Alors là, j'ai envie de dire que quand il dit qu'il va supprimer la taxe d'habitation, de mon point de vue, il est plutôt démagogue que populiste. Mais par ailleurs, il est quand même un peu populiste, puisqu'il dit, parce que quelque part, son comportement, en tant que chef d'État, c'est de nier les corps intermédiaires. Et je trouve que cette négation des corps intermédiaires, ça reprend quand même pas mal de questions de stratégie populiste. D'ailleurs, il a appelé son livre « Révolution », ce qui nous amène à une autre question. Est-ce qu'il faut parler de révolution ou de populisme ? Mon sentiment, c'est que la révolution, elle a un projet politique, ce que n'a pas forcément le populisme. Et voilà, donc là aussi... alors, bien sûr, la révolution est le produit d'un désordre social, d'un mouvement anti-système, etc. Donc, mais je dirais simplement que la révolution, c'est un terme plus précis que le populisme. C'est-à-dire que le populisme, il recouvre plein de choses, y compris des gens ultra-conservateurs comme Donald Trump, qui ne sont pas du tout des révolutionnaires. Et puis, je suis d'accord aussi sur la question de la métropolisation. Effectivement, ça détruit notre société. Je vous renvoie au livre de Christophe Guilly, La France périphérique, et les autres livres qu'il a pu écrire. Je trouve que c'est assez juste et que c'est aussi des phénomènes économiques qui sont au cœur de la métropolisation. C'est pas que les gens ils veulent tous aller dans les grandes villes, c'est que parfois le seul emploi qu'on peut trouver, il se trouve là-bas. Voilà, oui, j'ai fini. Voilà, ouais, je pense que... Donc, si vous avez d'autres interventions, c'est à vous. Vous avez à nouveau la parole. Ouais, Nelly, si tu veux nous rejoindre. Bonjour et merci d'avoir apporté une définition au mot populisme. J'ai failli ne pas venir parce que j'avais justement du mal avec ce mot. Donc je suis ravie de constater que je me croyais populaire, en fait je suis populiste. C'est une petite blague pourrie. J'avais une question qui concerne ce que vous avez dit, à savoir les populistes ne sont pas majoritaires. Comment on a les données, sur quelle base vous calculez ou vous avez des données pour estimer le nombre de populistes ? Bon, j'étais gilet jaune et je vous rejoins dans l'idée que l'idéologie est fondamentale pour arriver à une compréhension du monde et à faire changer les choses qui ne vont pas, et que c'est probablement ce qui a manqué le plus, et en tout cas sur lesquels on a eu des désaccords sur cet aspect politique des Gilets jaunes qui se voulaient apolitiques pour être justement dans la représentation du peuple, c'est-à-dire le plus grand nombre, dans sa diversité. Et cette diversité, on a vu qu'à un moment, elle posait un petit peu problème, quoi. Et je finirai en disant qu'on n'a pas fini de se battre pour les mots parce qu'on nous les vole tous. Et populiste en fait partie, démocratie et tant d'autres. Et je me demandais dans quelle mesure, histoire de trouver une issue un peu positive, on pouvait envisager d'aller prendre les leçons de la Commune, plus que de la Révolution de 89. Je suis en train de lire quelque chose un très bon ouvrage sur la Commune. Et le communalisme ne pourrait-il pas être justement une des pistes pour récupérer un peu de pouvoir au plus près de nous ? Merci. Qui souhaite nous rejoindre ici à la tribune ? Ouais. Il faut descendre.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Juste, je vais faire très court. Est-ce que le problème n'est pas tout simplement au niveau de la formation, de l'éducation et j'allais dire du formatage? Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on ne fait que reproduire des clones dans la manière de gérer, de mettre en place un système. Et si on ne prend pas le problème à la base, je pense qu'il sera très compliqué de s'en sortir, quoi. Voilà. Bonjour et merci. J'ai fait partie du mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Je continue et je suis en train de voir le nombre de candidatures qui se dessinent, qui vont évidemment échouer parce qu'avant d'avoir les 500 signatures et puis tout l'argent qui va avec. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de cette question du populisme notamment. C'est que les gens sont persuadés qu'il faut élire le président au suffrage universel et que c'est le vote le plus important qu'il puisse faire. Simplement, comme le disait la personne qui a parlé avant, l'absence de culture politique, de connaissance des risques, des enjeux, des échecs, c'est très difficile. Moi, j'essaye de faire passer tout ce que j'ai appris dans ma vie. Je me rends compte que c'est difficile, notamment quand on était à Attac, quand on a compris comment marchait et fonctionnait la mondialisation. Il y a plein de choses à faire passer, mais la difficulté, alors ça tient aussi à la personne qui parle, parce qu'il y a des choses qui semblent tellement évidentes qu'on a du mal à comprendre que l'autre en face ne connaisse pas ça. Mais malgré tout, il verse de temps en temps, une même personne peut verser dans le complotisme très vite sur sa question des vaccins, on l'a vu, mais aussi sur le plan politique. Il me semble que l'esprit des gens est très fumeux et que cette absence de culture minimale citoyenne, en fait, parce qu'on a le mot citoyen à la bouche, mais la culture du citoyen, elle est à faire, en fait. C'est un obstacle énorme, et là, je ne sais pas comment faire. Voilà. Merci. Je vais peut-être rebondir directement sur cette dernière question, parce que, d'ailleurs, qui est liée à la précédente. La formation, l'éducation. Est-ce que notre éducation formate ou est-ce qu'elle forme? Il est clair que l'une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'on a beaucoup d'idiots éduqués. Des gens qui sont bardés de diplômes et qui ne sont incapables de comprendre des choses évidentes ou qui moi personnellement me semblent évidentes. Et on va le retrouver partout d'ailleurs, y compris partout dans le spectre politique, y compris des gens très à gauche qui peuvent dire des énormes bêtises, ou des gens très à droite. Je me demande s'il n'y a pas aussi un biais lié à l'organisation de nos débats politiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, on débat d'ailleurs quasiment systématiquement sur des personnes et quasiment jamais sur des projets. Évidemment, ça n'aide pas à construire une pensée. On a finalement... Alors, c'est paradoxal, il n'y a jamais autant de livres politiques qui sont publiés et en même temps, ces livres sont tous creux, ils disent tous la même chose et personne ne les lit. Et d'ailleurs, même personne ne les écrit. Parce que c'est souvent pas les politiques eux-mêmes qui écrivent ces livres. Enfin, vous avez vu que Bruno Le Maire, il a sorti 3 livres depuis qu'il est ministre. Et que ces livres, moi je ne les ai pas lus, mais personne ne les a lus en réalité. Et puis personne ne les a écrits. Je vous garantis que c'est un nègre. Quel intérêt? Et surtout que dans ces livres, il n'y a pas vraiment d'idées. Donc évidemment, si on est dans un système où on ne débat plus du fond, où on ne débat plus des grandes perspectives, on n'a plus d'utopie à défendre véritablement. On a tous accepté le marché. Et d'ailleurs, c'est une des choses... Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les populistes aussi ont accepté le marché. Parce que là aussi, il y a des problèmes de configuration. Tout le monde a accepté le marché. Je vous dis, les économistes de gauche, de droite,
mais aussi l'homme de la rue. Enfin, moi, dans les copies, je vous garantis, ceux qui n'ont pas appris le cours sont ceux qui me parlent le plus de loi de l'offre et de la demande. Parce que justement, ce que j'essaie de faire dans mon cours, c'est leur expliquer que le marché, ce n'est pas les lois de l'offre et de la demande. Donc les bons élèves qui ont écouté, ils savent que ce n'est pas ce que j'attends comme réponse. Mais les mauvais élèves, si je vous dis ça, c'est parce que les mauvais élèves, ils ont appris où? Ils ont appris en regardant la télé, en discutant avec des copains. Voilà, ils ont appris dans l'air du temps. Et l'air du temps, c'est de dire le marché est en équilibre lorsque l'offre est égale à la demande. C'est une telle évidence qu'il n'y a plus besoin de contester, mais cette évidence n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. C'est pas ça le marché. Le marché, c'est un système de rapport de force. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont institutionnellement placés de manière à pouvoir récupérer une rente ou à faire en sorte que l'autre gagne moins et qu'eux gagnent plus. Si on explique aux gens qu'il n'y a pas de marché, mais que des rapports institutionnels entre des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités de négociation, alors peut-être qu'ils arrêteront avec ces lois de l'offre et la demande tout le temps. Mais ces lois de l'offre et la demande, tout le monde est persuadé qu'elles existent. Vous savez, c'est amusant parce que si je demande à quelqu'un, quantifiez-moi la demande pour tel bien aujourd'hui, c'est juste impossible. On nous parle de lois, soi-disant scientifiques, dont on ne peut pas quantifier les éléments. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si je vous parle des lois physiques, je ne sais pas, de la lumière, etc., je peux quantifier la lumière, je peux la montrer d'ailleurs son spectre, je peux, voilà, tout ce qui est dans la science, normalement, est quantifiable, sinon on ne peut pas. Non, mais la demande, c'est impossible. Et l'offre, c'est quasiment impossible également, parce qu'entre les stocks, la capacité qu'on puisse produire à tout moment, fait qu'on ne peut pas, quasiment pas quantifier l'offre. Je me suis amusé dans un autre ouvrage, L'économie du réel, à essayer de vérifier les lois de l'offre et la demande. C'est quasiment impossible à vérifier parce que justement on ne peut pas quantifier l'offre et on ne peut pas quantifier la demande. Bref, je ferme la parenthèse, c'est juste pour vous dire que oui, il y a malheureusement beaucoup d'idiots éduqués et que ces idiots éduqués, en fait, ils ne remettent pas en cause un certain nombre d'idées qui émanent de l'air du temps et qui apparaissent comme des évidences qui ne le sont pas, et qu'évidemment, dans ce cadre-là, difficile de construire une offre politique décente. Alors, moi, je pense que mon rôle, et je ne suis pas le seul, on est nombreux, c'est justement de casser ces évidences pour essayer de redonner de la liberté de penser aux gens. Parce que la première chose à faire, si on veut penser autre chose, c'est d'abord de casser ce qu'on croit et qui est faux, ou en tout cas qui n'a pas été démontré. Et bon, moi, j'essaie de le faire aussi en cours. Hein. Je suis enseignant et j'essaie de faire passer ça à mes étudiants. Et ce n'est pas l'idéologie. Hein. Quand je fais ça, je casse des choses fausses. C'est quand même le rôle d'un enseignant de faire ça. Voilà. Alors, après, comment peut-on dire que le populisme est minoritaire? C'est vrai que j'ai dit que le populisme est minoritaire. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? En fait, sur le fait que les mouvements populistes dont j'ai parlé, aussi bien d'ailleurs les mouvements autour de Guy Raoult que les Gilets jaunes, qui encore une fois ne sont pas du tout les mêmes, hein, je ne veux pas les mettre ensemble, hein, en fait, ils ont perdu. S'ils avaient été majoritaires, ils auraient gagné. Alors, je sais, madame, vous dites, ils étaient majoritaires dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y avait des gens chez les Gilets jaunes qui soutenaient majoritairement, des gens qui soutenaient majoritairement les Gilets jaunes. Mais il y a une différence entre soutenir quelque chose et participer à quelque chose. Et là, quand je dis, en fait, quand vous répondez à un sondage qui vous dit est-ce que vous êtes en faveur ou contre, c'est facile de dire je suis pour ou je suis contre. Et ça n'engage pas à grand-chose. Mais concrètement, il n'y a pas eu des millions de personnes sur les ronds-points. On aurait eu 30 millions de personnes sur les ronds-points, je pense que Macron n'était plus au pouvoir. Et c'est ça que je voulais dire quand je disais majoritaire. C'est-à-dire que de la même façon, alors, autre exemple, mais du coup c'est compliqué à dire. Il y a eu des élections dernièrement, et finalement tous ceux qui étaient en place, ils ont été réélus. Alors, j'aurais beau jeu de dire, vous voyez bien, le populisme est minoritaire. Mais vous allez me répondre, oui mais attendez, la majorité des gens se sont abstenus. Et s'ils sont abstenus, c'est bien parce qu'ils ont une forme de défiance vis-à-vis du système. Oui, mais d'un autre côté, cette défiance ne les a pas amenés à voter pour des candidats vraiment anti-système. Après tout, il y avait des listes LO dans toutes les régions. Voilà, donc en fait, le problème, il est comment on rend... Alors, du coup, on arrive à la grande question, c'est finalement, c'est quoi être majoritaire? Est-ce que c'est juste être mécontent et pas vouloir voter? Ou est-ce que c'est aller plus loin et s'engager dans quelque chose de manière concrète pour essayer de changer vraiment les choses ou faire des votes qui, même si on n'est pas d'accord avec lutte ouvrière, vont être un vote vraiment de refus du système. Et ça,
je pense que passer du soutien passif à la mise en œuvre active d'autres politiques, c'est quelque chose qui, pour moi, fait passer d'une minorité à la majorité. Voilà, mais c'est juste une conception personnelle. Je pense qu'on pourrait tout à fait... en fait, c'est très compliqué parce qu'on peut difficilement mesurer ce que c'est qu'être majoritaire ou être minoritaire. Et sur le communalisme, j'ai une étudiante qui a fait un mémoire sur Théodore Desamis. Alors, je me dis que personne ne le connaît, mais il a écrit Le Code de la communauté. Et c'est en 1840, un truc comme ça, ou 43. Et il y avait beaucoup de socialistes utopiques qui pensaient reconstruire la société à partir de la commune, à partir donc du bien commun. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à l'organisation de la société, aussi à l'échelle locale, mais je crois qu'on ne pourra pas se passer non plus de l'échelle nationale, voire de l'échelle internationale. Donc la question est comment articuler à la fois le sentiment d'appartenance qu'on peut tout à fait légitimement avoir avec des gens qu'on peut connaître, qui nous sont proches, je veux dire géographiquement, et en même temps une ambition de construire une humanité qui permettent d'éviter que ces communautés soient isolées les unes des autres, voire s'affrontent, etc. Bon, j'ai pas la réponse, hein, madame, je suis désolé. Et je ne sais pas si quelqu'un peut l'avoir maintenant, mais je trouve qu'effectivement, vous avez raison de penser que cette réflexion communaliste est intéressante et doit faire partie des éléments du système. Merci. Alors, comme on est en direct également aussi sur YouTube, il y a quelques interventions qui nous arrivent de YouTube. On a sélectionné. Félicitations. Bah, vas-y, Claude. Voilà, j'aurais une question à poser en relation avec justement la formation des esprits de nos élèves et leur capacité à critiquer la société, avoir une vision claire de l'économie en particulier. Cette année, au bac de sciences économiques et sociales, il y a eu, pour les candidats libres, simplement, il y a eu ce sujet-là qui leur a été posé. Vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Voilà. Avec ce sujet, il y avait un dossier documentaire. Parmi les documents, un sondage auprès d'1 millier de chefs d'entreprise. Un graphique montre une vague lien entre la rigidité de la législation du travail et le taux de chômage. Voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on en est réduit aujourd'hui, au lieu de... Voilà. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je peux répondre maintenant, peut-être parce que c'est amusant, parce que j'ai vu ce sujet sur Twitter, j'ai immédiatement réagi, puis alors, il y a eu une grosse polémique qui s'est engagée, et du coup j'ai écrit le communiqué des économistes atterrés sur cette question. Alors la polémique, pourquoi ? Parce qu'en fait, les programmes de SES ont été réformés régulièrement, et la vérité, c'est qu'ils sont pluralistes. C'est-à-dire qu'on a le point de vue des keynésiens et le point de vue des libéraux. On a le point de vue qui est exprimé ici dans ce sujet, qui est le point de vue le chômage est lié à la rigidité du marché du travail, et donc pour résoudre le chômage, il faut flexibiliser le marché du travail et réduire le coût du travail. Et puis on a aussi le point de vue des keynésiens qui disent, eh bien, le chômage, c'est le lié à la conjoncture, c'est-à-dire aux crises ponctuelles qui peuvent arriver, et des problèmes de demande. Et donc, dans ce cas-là, il faut, pour résoudre le chômage, mener des politiques de relance. Mais en fait, moi, si je critiquais ce sujet, c'était déjà parce qu'il est faux. C'est-à-dire qu'en fait, les deux théories qui sont montrées dans les sujets de SES n'ont pas la même valeur scientifique. L'une a été démontrée régulièrement depuis les années 30, et d'ailleurs est admise par l'ensemble des économistes, y compris les plus libéraux. Tout le monde admet que lorsqu'on augmente les dépenses publiques, ça fait résoudre le chômage. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours le faire. Ça, c'est une autre question. Mais il y a bien un lien entre les dépenses publiques, la hausse des dépenses publiques, plus spécifiquement, et la baisse du chômage. L'autre théorie, qui est de dire que le chômage structurel peut être réduit par la flexibilisation du marché du travail, elle suppose premièrement qu'on admet l'existence de chômage structurel, qui par définition est du chômage qui
qui ne peut pas être réduit avec un surcroît de dépenses publiques, avec des politiques de relance. C'est ça, comme ça qu'on le définit. C'est-à-dire que le chômage structurel se définit comme un chômage qui n'est pas sensible aux politiques de relance. Donc déjà, comment on quantifie ce chômage structurel? Et là, je reviens sur ces problèmes dont je parlais tout à l'heure, l'offre et la demande, on ne peut pas la quantifier. C'est pareil, le chômage structurel, on l'estime au pifomètre. 5, pourquoi pas, mais pourquoi pas 3, pourquoi pas 7? C'est comme la croissance structurelle. C'est des inventions des économistes. C'est-à-dire que là, ça n'a rien de scientifique. Et deuxièmement, évidemment, si on définit le chômage structurel par le chômage qui est insensible aux politiques de relance, alors forcément, la seule chose qu'on peut faire pour le réduire, c'est de faire des politiques de réforme structurelle, c'est-à-dire de flexibilisation du marché du travail. Mais vous voyez bien que tout ça, c'est la tautologie. Donc, on est en train de mettre en parallèle, au nom du pluralisme, une théorie scientifique admise par l'ensemble des économistes avec une théorie extrêmement contestable. C'est le premier point que je souligne. Et deuxième point extrêmement important sur ce sujet, c'est que, en fait, ce qu'on demande à nos élèves au bac, ce n'est pas de mettre en relation les deux approches, de les discuter, de les interroger, c'est de les recracher telles qu'elles ont été enseignées. Et ça, ce n'est absolument pas normal. On a totalement réduit notre ambition de former des citoyens. C'est ça le secondaire. Le primaire, c'est apprendre à lire et à écrire, à compter. Le secondaire, c'est donner une culture générale aux gens et de former des citoyens. C'est la raison pour laquelle ça va jusqu'à 18 ans. Et bien là, avec ce genre d'exercice, on ne forme pas des citoyens. On forme des répétiteurs, des perroquets, des gens qui vont bien apprendre et bien recracher. Et ça, c'est absolument pas normal, en particulier pour une discipline comme les sciences économiques et sociales, qui sont des disciplines qui ont vocation à nous permettre de comprendre la société dans laquelle on vit. Et comprendre la société dans laquelle on vit, c'est jamais avoir des solutions uniques pour des problèmes. C'est toujours comprendre la complexité des solutions qu'on peut mettre en place. Fabrice, si tu veux bien nous rejoindre. Il y a une madame aussi. Et puis, oui. Ouais, je veux réagir par rapport à ça parce que j'ai amené mon témoignage, parce que je suis un ancien étudiant de l'Université d'économie d'Aix-Marseille. Ouais, merci, c'est gentil. Et je suis vacciné. Quand moi j'étais passionné par l'économie parce que je considérais déjà dès la seconde, première terminale, parce que j'avais des amis qui ne pouvaient pas continuer à l'université parce que leur famille était ouvrière, ils ne pouvaient pas continuer, alors que moi j'avais de moins bons résultats qu'eux, qu'il y avait un gros problème d'égalité par rapport à tout ce qu'on racontait, et c'était déjà dans les années 70, je ne te dis pas aujourd'hui. Et puis j'ai été motivé par l'économie parce que j'ai découvert Marx, et j'ai dit il faut à tout prix que je fasse de l'économie pour comprendre la société. J'ai été jusqu'à Bac+5 en économie, et pourtant à Aix-en-Provence, qui était soi-disant une fac réputée dite de gauche. En 3 ans de formation universitaire théorique, j'ai eu 2 heures de marxisme. Et encore, ces 2 heures, c'est moi qui étais au tableau pour contester ce que disait le professeur. Et il n'était pas méchant, mais il n'était pas non plus opposé, mais pour moi, il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Bon. Et je me suis fait applaudir à la fin, quand même, par l'amphi. Bon. Et le prof n'a pas contesté mon approche. C'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé avec la disserte n'est que le prolongement de ce qui existe depuis une trentaine d'années. Et il y a eu un monolithisme de la pensée qui conduit d'ailleurs à un enfermement et qui ne permet pas de s'ouvrir. Et pour moi, si tu veux, le marxisme, pour moi, mais le marxisme, je mets entre guillemets parce que je ne rentre pas dans un dogme. Je ne vais pas répéter tous les jours Marx. Mais le marxisme, c'est le moyen qu'a la fusée de s'échapper de l'attraction terrestre. Dit autrement, par le marxisme, tu découvres une autre logique, tu romps avec les dogmes de la pensée libérale. Et je ne dis pas plus, c'est-à-dire je ne dis pas que Marx a raison sur tout, mais je dis il nous donne en tout cas des éléments conceptuels, critiques, d'analyse qui permet d'émanciper la pensée du libéralisme, comme la fusée s'échappe de l'attraction terrestre.
Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et tu disais 2 approches libérales et keynésiennes. Moi, je viens de faire un document, Dany le sait, sur la question du chômage. J'en ai fait 13 pages. J'oppose le concept de chômeur, qui est la responsabilité individuelle, où on culpabilise l'individu, au concept que fait Marx d'armée industrielle de réserve, c'est-à-dire où le chômeur est en fait le produit de l'organisation d'un système, où on le fait dépendre et où on le culpabilise en permanence pour lui dire « tu coûtes à la nation », alors que dans la réalité, c'est le capitalisme qui coûte à la nation. Bonjour, je suis ravie de te rencontrer en vrai parce que j'avais eu la joie de pouvoir t'interviewer via Zoom, donc c'est quand même mieux de se voir en vrai. Je voulais rebondir à plusieurs interventions en partant du propos que tu as eu tout à l'heure et qui est bien explicité dans le livre, qui est que les néolibéraux ont besoin aujourd'hui de verrouiller le système politique pour pouvoir déployer leur idéologie. Et il a été évoqué tout à l'heure la question des élections, la question de l'effacement, de la question de la citoyenneté, etc. Et je crois en effet qu'en prenant appui sur cette base-là et en se disant que les organisations politiques, et pardonnez-moi, mais je pense d'abord et peut-être même seulement aux organisations politiques de gauche, devraient en effet répondre à cet assaut des néolibéraux et donc bien répondre sur les idées. Et évidemment, une part de la responsabilité, c'est de pouvoir expliquer à nos concitoyennes et nos concitoyens comment est-ce que tout ça s'organise et pourquoi est-ce que ce poids est suffisamment fort. Et en expliquant tout ça, eh bien, au lieu d'avoir des idiots éclairés, on aurait des gens qui seraient sans doute un peu plus intelligents et qui peut-être d'eux-mêmes arrêteraient de regarder ces news et essaieraient de voir les choses différemment. Et deuxième partie de mon propos, il me semble vraiment très important que les organisations politiques de gauche recommencent à parler à celles et ceux qui doivent être normalement leur électorat, c'est-à-dire les plus précaires d'entre nous. Et pour leur parler, il faut les protéger. Et donc, il faut arrêter d'entrer dans ce système des néolibéraux qui verrouillent la pensée politique. Il faut absolument sortir de cela. Il faut absolument reconstruire, c'est-à-dire reprendre les bases d'une pensée politique de gauche qui puisse être là avec un État et une économie qui serait au service de la politique pour protéger les femmes, les hommes, les enfants de tous âges et de toutes conditions sociales aussi, mais en pensant bien sûr pour les protéger équitablement, c'est-à-dire en faisant en sorte que les plus fragiles d'entre elles et eux puissent en effet être le mieux protégés. Je crois qu'on a un énorme combat qui est pour moi ici et qui doit absolument commencer maintenant. Merci. Merci pour les 2 questions qui nous font arriver, je trouve, au cœur de l'idéologie. Oui, le sous-titre de mon livre, c'est « Il est urgent de tout repenser ». Et parce que c'est ça le message que je veux faire passer, et quelque chose que nous sentons tous confusément, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire on nous ment, parce que mentir, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont conscience de mentir. Mais en fait, on est prisonnier d'un certain nombre de réflexes de pensée qu'on ne remet pas suffisamment en cause et qui nous empêchent de penser autre chose. Et clairement, ce que tu as dit tout à l'heure, oui, la pensée économique, elle formate en grande partie. On a heureusement des économistes hétérodoxes qui continuent d'exister, y compris des marxistes. À Angers, j'enseigne Marx. Je donne à mes étudiants de première année à lire, alors ils ne le font pas tous, hein, mais il est sur l'espace de cours, le manifeste du Parti communiste. Je ne vais pas leur donner le Capital, ils sont en première année, hein, mais le manifeste, c'est un livre assez facile à lire et assez bien écrit par ailleurs, qui est tout à fait accessible à des étudiants bacheliers. Et l'objectif, c'est pas simplement de faire du marxisme ou de faire du prosélytisme, c'est pas du tout mon genre de faire ça, mais c'est au contraire de leur montrer qu'il y a différentes manières d'aborder les questions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'armée industrielle de réserve. Hein, je l'ai pas fait exprès, mais c'est un concept extrêmement important, mais pas simplement un concept marxiste, un concept en soi important.
pour comprendre la marchandisation du travail. Et donc revenir sur l'idée que le travail n'est pas forcément une marchandise, que l'organisation du travail sous forme de marchandise pose problème. Et voilà, donc Marx le dit, mais il n'y a pas que Marx qui le dit. Polanyi le dit. Polanyi, qui est, on va dire, pas un marxiste, mais un marxien, c'est-à-dire qu'il s'inspire beaucoup de Marx. Les anthropologues disent aussi des choses extrêmement intéressantes. Si vous avez l'occasion de lire David Graeber, qui est mort récemment aussi, l'année dernière, c'est un anthropologue de l'économie, absolument passionnant sur la question de la dette, mais plus largement sur tous les rapports sociaux. Et ce que dit bien David Graeber, ce que disent d'ailleurs la plupart des anthropologues, c'est qu'il n'y a pas d'économie pure, il n'y a pas d'économie de système économique détaché des relations sociales et des relations anthropologiques. Et ça, c'est le grand mythe sur lequel beaucoup de gens vivent, et, y compris des gens de gauche qui nous disent, par exemple, qui voient que la solution serait des réformes monétaires, par exemple. Il y a beaucoup de théories monétaires. On va créer des nouvelles monnaies, la monnaie libre, la monnaie je sais quoi, et vous allez voir, tout va se solutionner. En fait, non, parce que la monnaie n'est qu'un outil. Et ça ne détermine pas des rapports sociaux, pas directement, ça dépend de l'usage qu'on en a. Et donc, c'est beaucoup plus profond. Si on veut attaquer en profondeur les rapports sociaux, on ne peut pas juste utiliser quelques outils comme cela, comme la monnaie, par exemple. Et donc, il faut comprendre l'articulation de l'économie, du social. Et c'est ça que je voulais dire aussi en réponse à la deuxième question. C'est, oui, il va falloir que les partis politiques discutent avec les gens, remettent en cause, déverrouillent un certain nombre de réflexions qu'ils peuvent avoir. Mais pour moi, il y a une chose qui est au cœur, finalement, qui est très simple à comprendre, hein, et qui est pour moi au cœur de tout ce que doit être une politique de gauche. C'est lorsqu'on vous dit qu'il faut vous sacrifier au nom de l'économie, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir sauver l'euro, il va falloir que vous soyez résistant parce que, pendant quelque temps, parce que là, on traverse une crise difficile. On est en train d'être sur une logique complètement aberrante où on demande à la société de se mettre au service de l'économie. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'économie n'est qu'un moyen. Un moyen de quoi? Un moyen d'arriver à achever des objectifs sociaux. Et il suffit de dire aux responsables politiques, mais la question n'est pas faut-il ou faut-il pas réduire le temps de travail? Est-ce que c'est coûteux ou non? Mais si collectivement on a envie de réduire le temps de travail, et franchement moi j'ai envie, je travaille beaucoup trop, et si j'avais un peu plus de temps libre, je pourrais écrire peut-être plus de livres, non peut-être pas plus de livres, mais faire autre chose peut-être, ou lire plus. Bref, si notre objectif c'est de travailler moins, alors faisons en sorte que l'économie le permette, plutôt que de dire il va falloir travailler plus pour sauver l'économie. C'est complètement aberrant de raisonner à l'envers quand même. Et la question n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites du possible. La question est de faire en sorte que le possible correspond à ce qu'on veut. Et c'est une grande citation de je ne sais plus qui disait que l'art du politique n'est pas l'art du possible, mais l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et voilà. Et les économistes sont au service de la société. Ils n'ont pas à décider à la place des gens. Quand on demande à Tirole et à Blanchard de faire un rapport pour limiter le réchauffement climatique, etc., oui, c'est bien que les économistes s'intéressent sur comment limiter le réchauffement climatique, mais ce n'est pas à eux de dire dire ce que la société doit avoir comme objectif. C'est éventuellement de donner des moyens et surtout de débattre des moyens, parce qu'il y a des moyens toujours alternatifs et qu'il n'y a pas une seule solution à un problème social ou environnemental. Voilà, donc j'ai fini, pardon. On avance tout doucement vers la fin. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir encore? Non, désolé, comme c'est enregistré, il faut absolument que vous parliez dans le micro. On aura plaisir à vous accueillir ici à la tribune. Question naïve, comment vous définissez un anthropologue de l'économie?
Alors, un anthropologue de l'économie, c'est quelqu'un. Alors, d'abord, un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux relations humaines, à la manière dont elles s'organisent. Et le principe d'un anthropologue, c'est de ne jamais considérer qu'une relation humaine est toujours une relation entre personnes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous offrez des cadeaux à Noël, c'est pas parce que tout d'un coup, le 25 décembre, on se dit « Ah, ça serait bien d'offrir des cadeaux ». C'est parce qu'il existe des normes sociales, une culture en quelque sorte, sociale, qui fait qu'on va faire des fêtes à certains moments. Globalement, notre comportement individuel vis-à-vis des autres est toujours un comportement qui est organisé dans des institutions et une culture qui sont parfois pas toujours écrites, hein, mais qui sont des règles que les êtres humains se donnent pour vivre en société. Donc l'anthropologue, il s'intéresse à la manière dont les individus se comportent en société, mais pas uniquement en termes de comportement individuel, mais en termes de comportement social. C'est-à-dire, voilà. Et donc, parmi les comportements sociaux des individus, eh bien, il y a les comportements économiques. C'est-à-dire que vous offrez des cadeaux à Noël, ça c'est un comportement social. Vous dites, une époque, on faisait la bise, on se voyait, tout ça, maintenant on ne fait plus, mais voilà, ça c'est un comportement social, c'est une norme sociale. Mais il y a aussi des comportements économiques. Pourquoi vous achetez ceci ou cela? Et très souvent, d'ailleurs, les achats qu'on fait, ils sont liés à des comportements sociaux. On va vouloir acheter une voiture ou cette voiture-là parce qu'elle dit des choses sur notre personnalité, parce qu'on a l'impression d'exister à travers ce qu'on achète. Et donc là, on voit très bien qu'on a un comportement économique, un comportement d'achat, mais en fait qui est complètement organisé ou déterminé par un comportement social, par une représentation qu'on a de ce qu'il faut qu'on fasse en tant qu'homme de 45 ans aujourd'hui, ce que je dois acheter. Voilà. Donc en fait, l'anthropologue économique, il s'intéresse finalement au substrat anthropologique de nos comportements économiques. Ce qui, évidemment, le démarque complètement de ce que font les économistes, parce qu'eux, ils nient le substrat social et anthropologique pour considérer que si on achète ceci ou cela, c'est juste parce qu'on a une utilité, et donc on fait des comportements d'agents maximisateurs et parfaitement rationnels. C'est vraiment ce que disent les économistes, hein. Enfin beaucoup d'économistes. Bien. Pas de scrupules. Je peux poser une Si, ah bah voilà. question. Voilà. Merci. Voilà. Donc tout à l'heure, vous parliez justement de l'industrialisation des pays européens avec l'Allemagne qui commençait à concentrer beaucoup de migration, enfin, qui créait des flux migratoires vers elle. Qui avait des emplois aussi en Pologne, qui allaient aussi chercher en Ukraine, etc. Est-ce que si, en Europe, il y avait un pays qui décidait de faire du protectionnisme, voilà, et de relocaliser certaines industries, de mettre justement des taxes sur des produits qui viendraient en fonction du kilométrage du pays et des conditions de travail dans le pays, etc. Est-ce que ceci serait viable et comment pourrait réagir l'Union européenne à la fois politiquement, économiquement? Merci, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que je voulais pas spécialement aborder des questions politiques, empiriques, de stratégie politique, parce que je trouve que c'est pas mon rôle, mais je pense que pour le coup, la manière dont la question est posée est extrêmement pertinente. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'on était souverain. Je terminais ma présentation en disant on est souverain, et ce qui est vrai. La France peut tout à fait faire plein de choses. On a une armée, on a un État, on a des frontières reconnues internationalement. Donc, en théorie, la France est souveraine. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Et je disais, la seule chose qui bloque, c'est les mentalités. Et j'en suis persuadé que c'est la première chose qui bloque. Mais il y a aussi une deuxième chose qui bloque, c'est un certain nombre d'institutions, et notamment les institutions européennes, parce que j'ai dit que c'était au cœur du marché unique. Et il est clair que si un gouvernement décidait de taxer les produits allemands ou les produits polonais, par exemple, qui sont produits avec trop de charbon, au nom de la préservation de l'environnement. Vous savez que le plus gros producteur d'électricité au charbon en Europe, c'est la Pologne. Et c'est vraiment et c'est aussi l'endroit où se trouve l'essentiel des usines en Europe aujourd'hui, les usines d'assemblage. Donc on est en train, en fait, d'exporter nos émissions carbone. Vous savez, quand l'usine Whirlpool a fermé à Amiens, elle a ouvert en Pologne. Hein, c'est une délocalisation qu'on a eue. Et donc
on avait l'énergie bas carbone à Amiens et on la transforme en énergie très polluante en Pologne. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est légitime d'un point de vue environnemental? On peut répondre non. Donc on a dit, ben écoutez, puisque vous avez voulu produire vos lave-vaisselle ou je ne sais pas quoi en Pologne, alors on va vous taxer, on va faire une compensation carbone en vous taxant en plus. Ou alors vous faites du dumping social, vous payez moins bien vos salariés, alors on va compenser vos produits en les taxant davantage. Ou alors en Chine, il n'y a pas de liberté syndicale, et bien là aussi, on va compenser l'absence de liberté syndicale, c'est quand même un scandale. Je veux dire, on importe des produits pas chers, qui sont pas chers parce qu'il y a du travail forcé en Chine, et aucune liberté syndicale. On est complice en quelque sorte de ce genre de choses. Bon, ben, mettons des taxes aux importations, des taxes écologiques, des taxes sociales. Évidemment, ça sera contraire à la politique commerciale de l'Union européenne, et donc on n'aura pas le droit de le faire. Alors comment fait-on? Alors soit on se couche, et on dit on n'a pas le droit, désolé, on n'a pas le droit, soit on ne se couche pas. Alors le problème aujourd'hui, c'est que le droit européen il est intégré au droit français. Donc ça veut dire que si on fait quelque chose qui est contraire au droit européen, alors les tribunaux français viendront retoquer la loi en disant cette loi est illégale et votre loi elle passera pas. Elle passera même pas le Conseil constitutionnel qui décidera qu'elle est illégale. Bon alors si je dis ça, on dit alors on peut rien faire. Ben si, puisque je vous ai dit c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mais il n'y a qu'à changer la Constitution. On change la Constitution. On dit principe numéro 1, la Constitution, les lois nationales s'imposent face à tous les traités. Et ben voilà. Il n'y a même pas besoin de sortir de l'Union européenne pour faire ça. Hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut faire l'article 50, Frexit, etc. Mais vu le processus que c'est, on n'a pas fini. Bon, voilà, moi, je vous donne une solution pratique. Mais en fait, cette solution pratique, elle ne remplace pas le vrai problème, qui est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire ça. Et notamment nos gouvernements, parce que justement, ils ne sont pas convaincus que ce soit nécessaire, parce qu'ils sont un peu dans le brouillard idéologique. Voilà, c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle, moi, ces histoires de Frexit et tout ça, je m'en fiche un peu. Parce que je pense que le cœur du problème, il est d'abord de convaincre nos concitoyens que c'est possible, et ensuite de convaincre aussi nos responsables politiques de mener des politiques qui soient conséquentes. Conséquentes, je veux dire par là, qui correspondent vraiment à ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Parce que s'il y a une défiance vis-à-vis des politiques, c'est aussi parce qu'on ne veut pas changer le cadre, et donc on raisonne toujours dans le cadre, et du coup, on s'interdit de faire plein de choses, et du coup, on frustre les gens de leur suffrage et des votes qu'ils ont faits. Donc, mon sentiment, il est qu'il faut commencer par déterminer ce qu'on veut, voilà, collectivement, avec un vrai débat, et ensuite, il ne faut pas reculer, il faut le mettre en œuvre, et mettre en œuvre les conditions pour que ce soit possible. Et si les conditions pour que ce soit possible, c'est de prendre des mesures qui sont contraires au droit européen, ben, il ne faut pas reculer. Voilà. Et l'Europe, elle sera ce qu'on en fait, en fait. Hein. Si on décide de l'affronter, on peut l'affronter. Ce n'est pas difficile. Voilà, merci. Bien, je crois que c'était le mot de la fin. Alors, avant que je vous annonce nos prochains rendez-vous, je pense qu'on peut encore applaudir David.